Il a raté ses études. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Moi, j'ai eu cette chance. Et a un bac-1, notamment car il travaillait uniquement les matières qui l'intéressaient et qu'il ne s'est pas présenté à l'épreuve de rattrapage. Me voilà au rattrapage, sauf que moi, je bosse ce jour-là et j'y vais pas. Et je me dis, je le repasserai un jour en candidat libre, et puis je l'ai jamais fait, quoi. Et il a pourtant près de 2 millions d'abonnés sur YouTube, est un mentaliste reconnu au point d'avoir rempli l'Olympia, a écrit 6 livres qui se sont vendus à plus de 600 000 exemplaires et est un entrepreneur et artiste à succès. Dans cette interview, Fabien Olicard partage comment il a fait et comment avoir le bon mindset pour tracer son propre chemin vers le succès. En fait, j'ai pas eu peur de moi, tu vois ce que je veux dire? T'as pas eu peur de toi? Ouais. Ok. J'ai pas eu peur de pas trouver de travail, j'ai pas eu peur de pas savoir m'adapter. Vraiment, grâce à ces bouquins, je savais que j'avais pas appris grand-chose, mais je savais que tout pouvait s'apprendre. Comment voir les échecs comme des expériences amusantes? Je te raconte une anecdote. En 2016, enfin fin 2015, le temps de le lancer, je crée un magazine d'humour gratuit sur Paris. Parce que j'en cherche un, j'en trouve pas. Du coup, je dis, je vais le créer. Donc, je connais rien à l'édition, je connais rien à tout ça. Je monte ce système-là, je le lance. Et puis ça ne marche pas. Comment ne pas avoir à se préoccuper de l'argent? Comment créer plusieurs entreprises pour multiplier les expériences et trouver ce qui vous plaît vraiment? Après, j'ai eu un restaurant savoyard avec un mec qui s'appelle Denis. Un restaurant savoyard? Ouais, à La Rochelle. D'accord. Vraiment typique, quoi, tu vois, de La Rochelle, quoi, les fondus entre les huîtres. Donc on s'était dit 2-3 ans, quoi. Et puis on arrête en plein essor, quoi. Comment apprendre son métier tout seul, sans cursus scolaire? Et la magie, tu l'as appris tout seul Depuis l'âge de 8 ans, ouais. Ah ouais. Mais sans vouloir en faire un métier. Livres, ouais. Okay. Comment développer une boule de neige d'opportunités qui grossit en permanence en étant toujours à l'affût? Comment les voyages ouvrent l'esprit? Et ça, c'est sûrement en travaillant en Inde, en Tanzanie, au Chili, en mangeant chez des gens au Chili, parce que je croyais que c'était un resto et c'était pas du tout un resto, c'était chez des gens, mais on me dit mais viens manger, t'as un petit peu de sous pour nous quand même? Oui, bah voilà, bah mets-toi autour de la table. Tu vois, tu te rends compte que ouais, en vrai, c'est tout ce qu'on se fait croire à nous-mêmes ici. Comment créer une chaîne YouTube à succès et bien d'autres choses. C'est parti! Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Salut Fabien. Comment vas-tu? Ouais, on s'est fait un On truc s'est bizarre. fait, moi j'aime bien, regarde. Je fais ça, tu vois, là ça faisait, regarde, c'est la vraie connexion, tu vois. Yeah. Après on pourrait faire un logo comme ça, tu vois, si tu veux faire un partenariat avec quelqu'un. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas Covid compatible, mais bon, voilà. On est vacciné, on voilà, est nettoyé. vacciné, exactement. Je me suis douché au mercure. C'est vrai? Non, Ok. c'est faux. Moi non plus. Mais je suis vacciné par contre. Donc tu nous accueilles dans tes bureaux Exactement. pour cet épisode du podcast des Rebelles Intelligents. Et on va commencer par la question avec laquelle je démarre toujours. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une vie atypique par rapport à la moyenne des gens? Pas tellement. C'est-à-dire que j'ai pas tant l'ego de croire qu'elle est si différente. Dans la forme, oui, mais dans le fond, je crois qu'on a à peu près tous la même vie. C'est-à-dire qu'on essaye d'optimiser le temps, on essaye de travailler du mieux possible, on essaye d'avoir les meilleures relations possibles avec sa famille, de prendre le plus de joie possible. Par exemple, il y a un truc que je dis jamais, c'est moi, tu sais, c'est speed en ce moment. Parce que je sais que qui que tu sois et quoi que tu fasses dans ta vie, en vrai, le temps, c'est ta problématique principale, tu vois. Et je me dis, ne crois pas que tu es si différent parce que tes métiers ont des formes différentes. Donc le côté atypique, je pense qu'il est dans la forme, mais qu'il n'est pas dans le fond. Et tu penses donc finalement, c'est plutôt tes résultats qui sont un petit peu différents de la moyenne plutôt que tes processus? Non, je pense que par contre, la manière d'appréhender le chemin est plus atypique, pas unique, mais plus atypique. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de plan. Ok. En fait, depuis le départ, j'ai toujours pas de plan. T'as pas de plan? J'ai toujours pas de plan. D'accord. J'ai pas de. Si tu me dis, c'est quoi ton goal? Je vais te dire, on n'a pas de goal. Alors, t'as pas de plan et t'as pas d'objectif? Non. D'accord, parce que tu peux avoir un objectif sans plan pour les atteindre. Mais... Non. Bah, l'objectif, il est atteint depuis que j'ai 18 ans, c'est-à-dire être heureux le matin et faire ce que je veux. Alors, par contre, il a revêtu des formes différentes. Il y a un moment de ma vie, j'ai vécu dans une toile de tente pendant quelques mois, parce que j'avais pas les moyens de prendre un appart. Donc, je dormais dans un camping. C'était en France? C'était en France, ouais. J'étais sur l'île de Ré, pour tout te dire. Mais une chose est sûre, c'est que rétrospectivement, j'étais aussi heureux que maintenant. Tu vois,
Donc, à partir du moment où j'ai enlevé quelques composantes du style est-ce que le confort compte dans le fait d'être OK, non, et j'ai répondu assez tôt à la question qu'est-ce qui me rend profondément heureux? La liberté, l'autonomie, c'est les deux choses. Et si quelque chose m'en enlève un petit peu, je ne vais pas le faire, ou m'en enlève trop. Ou si je le fais, c'est sur un temps très limité, et c'est vraiment conscientisé, quoi. Et une fois que cette introspection-là est faite, tu te dis, bon, ben voilà, ben mon goal, c'est de continuer à être toujours heureux, et du coup, qu'est-ce que je peux expérimenter sans toucher à ces deux composantes-là? Puis tu essayes plein de choses, celles qui ne marchent pas du tout, d'ailleurs, en termes de résultats, que ce soit pro ou perso, et puis celles après qui ont des singularités. Et comme il n'y a pas de plan, il n'y a que des opportunités, puisqu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de route. Donc s'il faut tourner à droite à un moment donné, parce que ça a l'air rigolo là-bas, ben, je peux tourner à droite. Donc tu n'as pas de vision à long terme de ce que tu veux devenir, par exemple. Tu te dis juste, ok, quelles sont mes opportunités maintenant pour expérimenter quelque chose d'amusant tout en gardant ma liberté et mon autonomie. Exactement. Tu as extrêmement bien résumé. Ce qui veut dire aussi que je n'avais pas prévu de faire de la scène. Je n'avais pas prévu de faire des vidéos. Je n'avais pas prévu d'écrire des livres. Je n'avais pas prévu de faire un magazine, etc., etc. J'avais prévu, si possible, d'être confortable financièrement à un moment donné. Et puis, en fait, en expérimentant plein de choses, il y a des choses qui ont mieux marché que d'autres, qui n'étaient pas prévues. Et tu te dis, tiens, c'est marrant parce que ça, c'est une... Tu sais, ma vie, c'est une hydre, ma vie pro. J'imagine une hydre qui a plein de têtes, quoi, tiens. Et je me dis, en fait, chaque projet, c'est une tête. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut pour la nourrir? Bon, des fois, il faut de l'argent et il faut de l'énergie, ça, c'est sûr. Et puis, il faut du temps. Le temps et l'énergie, c'est lié. Et puis, qu'est-ce qu'elle peut me recracher, cette tête? Elle peut me recracher de la carrière, pour moi qui suis devenu un peu public. Elle peut me recracher de l'argent ou elle peut me recracher juste du kiff, tu vois. Et donc, en permanence, je me fais une vision presque mensuelle de alors, qui mange quoi? Qui est boulimique? Qui est anorexique? Alors, elle mange beaucoup, elle recrache pas beaucoup. Ah ouais, mais c'est du kiff qu'elle recrache. Ça, j'aime bien, je garde. Tu vois, celle-ci, elle prend beaucoup, elle recrache peu. Est-ce que j'y tenais particulièrement à celle-là? Non. Et j'ai pas de problème à couper cette tête et à cautériser tout de suite et à passer à autre chose parce qu'encore une fois, j'ai pas l'attachement. Et c'est ça, hein, quand je te dis le truc atypique dans la vision du chemin, c'est que dans la comparaison avec mon entourage, c'est que je me rends compte que comme il n'y a pas de vrai projet derrière, j'ai pas d'attachement émotionnel au truc de « Ah non, mais ça, j'ai pas envie de l'arrêter parce que quand même, c'est toute ma vie, j'en rêvais depuis toujours. » Tu vois, moi, je rêve de ce que j'expérimente en temps réel, pas de ce que j'aurais pu expérimenter, quoi, tu vois. Ah oui, c'est intéressant parce que beaucoup de personnes sont attachées à la liberté. Pour moi aussi, c'est une valeur fondamentale. Mais là, tu as une sorte de méta-liberté qui est de ne pas être l'esclave de ton objectif. Exactement. C'est intéressant et tu te laisses libre finalement d'expérimenter ce que tu veux. Ouais. Bah, je te donne un exemple concret. À une époque, je travaillais énormément à l'étranger. Je faisais une trentaine de pays par an en conférence, en débo de bantalis sur des bateaux de croisière, des trucs comme ça. Je te parle de ça, ça remonte. J'ai super bien gagné ma vie. C'était vraiment... je pense que n'importe qui à ma place serait dit continue le trait, grossis-le et va tout droit. Et puis c'est là où j'ai rencontré à Yalta en Ukraine un gars qui me fait ah, j'ai des amis qui ont ouvert un petit théâtre à Paris. Si tu veux un jour jouer là-bas. Puis je dis moi j'y suis le mois prochain, vas-y, je les contacte. Et puis je pars pour faire 2 dates chez eux dans un 49 places, trop rigolo quoi. Sauf que je surkiffe ça. Du coup je dis vas-y, je continue ça un petit peu. Donc ça veut dire arrêter de gagner 4 000 € par mois. Et en fait gagner moins 4 000 quoi, tu vois, à ce moment-là quoi. Mais c'est pas en vivant à Paris en plus. En vivant à Paris. Ouais. Mais c'est pas un souci. Mais ce que je veux dire, c'est que quelques mois après, au lieu de continuer cette vie qui était quand même très facile, j'en ai été quand même réduit en fin de mois à compter les petites pièces de monnaie pour prendre le ticket de métro quoi, tu vois. Ça doit pas être une transition facile quand même. Ça va. D'être dans une abondance financière et de passer à quelque chose de plus restreint. J'ai pas de problème avec l'argent et c'est peut-être pour ça que j'ai jamais eu de problème d'argent du coup, parce que j'en ai toujours assez. Tu vois, et là, j'en ai assez pour faire des choses merveilleuses dans ma vie, pour faire plaisir à mon entourage, pour faire des énormes kiffs. Mais c'est une conséquence, quoi. C'était pas le goal à atteindre. Après, je me fais pas passer pour ce que je suis pas. C'est-à-dire que la vie est un jeu de stratégie. Donc en fait, par contre, si je monte un projet et que je m'engage dans un projet à court terme ou moyen terme, je vais le faire le plus intelligemment possible. Je veux que, quand c'est un projet public comme un livre, par exemple, je veux que ce soit la meilleure version de ce livre que j'écrive. Je veux que ce soit la meilleure communication possible, le meilleur contrat que je signe, le meilleur deal et les meilleures retombées possibles. Tu vois, après, il n'y a pas d'inconscience ou de côté faussement, je m'en fous du résultat. Non. Par contre, je m'en fous du résultat à partir du moment où j'ai appuyé de la meilleure manière possible sur tous les leviers que j'avais à disposition. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a eu quelques singularités dans le cas qui ont fait que
la vie financière après a repris en fait son cours et que j'ai pu monter encore d'autres projets. Et encore une fois, j'en ai plein qui se sont pété la gueule aussi. Est-ce que tu as déjà entendu parler du concept japonais de l'ikigai? L'ikigai, oui, bien sûr. Et tu vois, je trouve ça intéressant parce que, donc, pour rappeler, pour ceux qui nous regardent, c'est la raison d'être, on pourrait traduire ça par ça, et c'est le carrefour de 4 choses, donc passion, compétences, mission de vie et potentiel économique. Et je trouve ça intéressant de comparer l'ikigai à finalement ce que tu fais, parce que là, on sent que tu es dans la passion, finalement toujours explorer les passions, les compétences que tu développes au fur et à mesure. La mission de vie, du coup, c'est d'être libre. Bah, c'est de la vivre bien, quoi, tu vois, parce que du coup, l'être libre, c'est l'étiquette de se sentir bien chez moi, tu vois. Mais ça aurait pu être une autre étiquette, tu vois ce que je veux dire, c'est juste trouver sa propre étiquette, c'est comment être bien en fait, quoi, tu vois. Mais du coup, le potentiel économique, ça n'a jamais été une problématique pour toi? Non. Mais quand tu as de l'argent, c'est que tu es quand même plus libre, de manière générale, de... Non, j'ai plus de possibilités. Tu fais une distinction? Ouais. D'accord. Ouais, je ne suis pas plus libre parce que vraiment, il n'y a pas un projet que je n'ai pas pu monter. Par exemple, depuis 15 ans, je me dis si un jour, j'ai une création, spectacle, vidéo, tout ce que tu veux, où j'ai un problème de fond, je ferai un crowdfunding. Tu vois, je le ferai ce jour-là. Je ferai une collecte et j'engagerai les gens. Mais ce sera mon dernier recours. Et je suis passé par des phases d'aisance financière vraiment fluctuantes. Je n'ai jamais fait de crowdfunding. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait toujours une possibilité de trouver de l'argent. En fait, ouais, c'est ça. J'ai jamais eu de difficulté à trouver de l'argent quand j'en avais besoin. J'ai un avantage, j'ai une capacité de travail énorme. Tant que le travail me plaît, je peux l'abattre, j'ai une grosse capacité de résistance, donc ce n'était pas un problème, quoi, tu vois. Pour ça aussi, peut-être que ça ne m'a jamais inquiété l'argent en mode je trouverai. Mais pas je trouverai inconscient, tu vois, s'il faut que j'aille faire quelques heures en restauration ou un truc, je trouverai de l'argent, il n'y a pas de problème, quoi, tu vois. Parce que pareil, je n'ai pas d'ego sur ce que je fais demain, tu vois, c'est pas parce qu'à un moment donné, ça c'est la scène aussi qui t'apprend ça. C'est pas parce que tu remplis un Olympiade de 1000 personnes, moi c'était en 2018, que ça veut dire qu'en 2025, je remplirai encore un Olympiade de 1000 personnes, tu vois. On sait qu'il y a des fluctuations et je suis OK avec ça. Donc ça veut dire aussi être capable de réviser ses prétentions aussi de hype de ce que tu fais, tu vois. C'est pas toujours plus hypant, quoi, tu vois. Des fois, tu peux refaire des choses basiques et c'est très cool aussi, quoi. C'est très intéressant parce que finalement, c'est aussi un des dangers du succès, c'est d'être addict à cette reconnaissance, mais aussi à l'argent qui va avec, et donc de diminuer sa liberté parce qu'on devient... notre bonheur dépend d'une chose finalement sur laquelle on n'a pas toujours du contrôle. Mais est-ce que tu fais vraiment ça consciemment pour maximiser ta liberté d'un point de vue? Oui, d'accord. Absolument. Ouais. Oui. Et puis après, là, depuis quelques années, on va dire 5-6 ans, je commence vraiment à injecter des choses que tu connais bien, c'est-à-dire... Dans ma vision d'opportunité, fun ou machin, j'essaie d'identifier aussi les trucs de « Attends, il n'y a pas un peu de passif quelque part à faire, de revenus passifs ?» Parce que ça me permettrait de plus jamais avoir à penser à « faudra que j'aille trouver de l'argent », tu vois. Donc une espèce de conscience de « je ne cherche pas après ça, mais c'est quand même plus facile, ça laisse plus d'énergie ailleurs s'il y a un peu d'argent qui rentre tout seul aussi. » avec un système ou un autre, quoi, tu vois. Absolument. Donc oui, ton objectif, là, tu as quand même un objectif, du coup, c'est de trouver... C'est pas de laisser filer des opportunités comme ça, tu vois. C'est pas de les trouver, c'est pas de les laisser filer. J'ai rencontré un gars, par exemple, qui a une société qui est géniale, et donc on parlait, on va travailler ensemble sur des projets et tout, et puis je me suis dit, mais pourquoi j'investis pas chez lui? Son projet, il est trop bien, je pense vraiment que c'est une super idée, et je fais que de me dire, putain, si j'avais eu cette idée, je l'aurais développée. Bon, en fait, je suis retourné le voir en disant, mais tu as besoin de fonds? Parce que moi, je veux bien en fait t'apporter non pas du temps ou de l'expertise, mais t'apporter de l'argent que tu cherches. En fait, j'étais en train de le conseiller sur comment trouver de l'argent. Tu vois, c'est très con. En fait, je vais te le donner. Et puis, comme moi, je crois énormément, je me dis, peut-être que ça me rapportera. Peut-être pas. Hein, mais tu vois, si j'avais pas eu pas ce goal-là, mais ce petit regard sur ce facteur en plus dans ma vie, j'aurais pu le laisser passer, tu vois. Donc, c'est pas que je le cherche, mais quand j'en vois un, je me dis, attends, peut-être moyen aussi de m'intégrer un peu là-dedans et de générer un peu de passif avec ça, quoi. Et est-ce que tu fais aujourd'hui quelque chose qui a un rapport direct avec tes études? Non, rien. Bah non. Ouais. Non, bah non. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Moi, j'ai eu cette chance. Hein. Donc raconte-nous un petit peu. Moi, je vais jusqu'au bac, STI.
Bravo déjà, génie moi j'ai un bac moins 2. électronique. Hein, Ouais. donc, Mais t'as je l'ai été pas plus mon loin, bac. quoi. Ah d'accord. Je vais d'accord. jusqu'au bac. Ah d'accord, tu vas jusqu'au bac. Et le problème, c'est que je travaille déjà à cette époque. Et puis j'adore ça. Et puis du coup, je me dis, il faut que je fasse le minimum. Donc, comme tous ceux en plus qui se débrouillent pas trop mal à l'école, ben, j'en fous pas une. Très grosse incapacité. Tu avais des bonnes notes quand même? Ouais. Mais très, très grosse incapacité à m'organiser dans le travail. Tout ce qui me passionne fait des super notes parce que je m'y intéresse. Tout ce qui ne me passionne pas, je ne le travaille pas parce que ça ne m'intéresse pas. Donc c'est pareil, très fluctuant. Et du coup, je calcule tout pour faire qu'une heure à chaque épreuve. Genre maths appliquée, c'est 4 heures, je fais 1 heure. Tu sais, je pars toujours à la fin de l'heure. Ah ouais. Et la philo, je fais pas de brouillon, j'écris au propre et tout. Alors philo super, j'ai eu 18 sur 20. Mais c'était qu'au F2, donc autant te dire qu'il a fallu que j'ai ça en physique appliquée. En première L, t'aurais fait Tu un vois, meilleur c'est score, ça. ouais. Et puis en citant de solo dedans, j'avais même pas une rêve de philosophe ou quoi, j'avais des rêves de chanteur, quoi. Et puis après, je passe au rattrapage parce que j'ai 9,93 je crois. J'ai pas 10. Et le problème de mon dossier scolaire, c'est que tous les jours, il y a une absence non justifiée. C'est-à-dire que les profs qui ne m'intéressent pas, les contraintes horaires que je trouve injustifiées, j'y vais pas. Bon, c'est comme ça. Donc, en fait, ils ne me donnent pas les 7 dixièmes qu'il faut, comme ils font des fois, ils arrondissent, parce que mon dossier scolaire est considéré comme mauvais à cause de ces absences. Donc, je me voilà au rattrapage, sauf que moi, je bosse ce jour-là et j'y vais pas. Et je me dis que je le repasserai un jour en candidat libre, et puis je ne l'ai jamais fait, quoi. Tu vois. Voilà. Mais je savais que je n'allais pas continuer mes études depuis le départ. Non, mais c'est intéressant parce que finalement on a beaucoup de points communs là-dedans. Et tu avais vraiment cette notion de tu prends à la carte ce qu'il y a à apprendre dans le système, et tu avais bien conscience que le tout monolithique n'était peut-être pas si intéressant, qu'il y avait un coup d'opportunité aussi. Tu sais, j'avais dit à ma mère un truc, c'est notre seul conflit dans la vie, c'est que j'ai pas mon bac à ma mère. Dans l'instant, tu vois, elle le vit très mal, quoi. Et je lui dis, mais tu comprends pas un truc, c'est que j'ai arrêté mes études parce que je veux apprendre des choses. Et je veux avoir le temps de lire ces choses, je veux avoir le temps de faire les formations que j'ai envie de faire. Je veux apprendre à la carte, en fait. C'était juste ça, en fait, le truc. C'était pas un problème de s'intéresser à des nouvelles choses, c'était un problème de, vraiment, sur 8 heures de cours, suivant les profs ou les matières que j'avais, des fois j'étais, ah mais en 1 heure, c'était plié. Il y a des cours où je décrochais, la mécanique analytique, parce que j'avais compris ce dont on reparlait, et je n'avais pas l'intérêt de refaire 1 semaine sur ce truc que toute la classe, y compris moi, avions compris. Donc je ne venais pas durant toute la semaine. Et puis forcément, j'ai raté le petit truc en plus qu'il ne fallait pas rater, tu vois, évidemment. Mais qu'est-ce que tu faisais de ce temps que tu gagnais? Tu faisais l'école buissonnière? Alors, pour le coup, mes parents savaient où j'étais chez moi. Donc, et je lisais, j'avais bouffé des bouquins que je prenais à la médiathèque, je les lisais chez moi. Je faisais Plutôt des livres pratiques ou des livres de fiction? Non, plutôt... En fait, en général, mais j'ai encore ce rythme-là aujourd'hui, 2-3 livres pratiques et une fiction. Tu vois. Mais c'est pas fait consciemment, quoi. Je sens qu'à un moment donné, il y a besoin d'intégrer un peu ce que tu as lu, d'expérimenter. Et puis, une fiction, c'est cool. Je me mets en immersion. Et les fictions, quand elles sont bonnes, j'ai toujours du mal à quitter l'univers. Ouais, donc, j'ai pas envie de renchaîner une fiction et je reviens sur du pratique. Une des meilleures fictions que tu as lues? Des meilleures Le Papillon des étoiles de Werber. Ok, que je n'ai pas lu. Ouais. Là, pour moi, c'est un de ses meilleurs livres. C'est pas le plus connu. Et c'est un livre qui, d'ailleurs, contrairement au reste de son œuvre, se recoupe avec rien de ce qu'on connaît de lui, tu vois. Et ça pouvait même pas... il pouvait pas y avoir un 2, tu vois. C'est un film, quoi, tu vois. Et c'est une fiction intéressante parce qu'elle se passe sur des milliers d'années. Donc c'est très marrant de se dire, tu commences le livre avec des gens que tu vas quitter déjà bientôt, parce que ça va être d'autres personnes. Donc tu n'as pas ce protagoniste que tu vas suivre tout le long, tu vois. C'est un super bouquin. Je le lirai, du coup, intéressant. Et c'est intéressant qu'à 18 ans, tu aies déjà ou même avant, 17, hein, je sais pas, tu aies déjà cette démarche de lire des livres pratiques. Moi, ça a été ma plus grande erreur. J'adore en lire, mais je lisais que des livres de fiction. Et pendant 8 ans, alors que j'étais entrepreneur, j'ai lu aucun livre de business, qui m'a fait perdre un temps fou. Donc toi, tu avais quand même cette démarche de t'auto-éduquer déjà. En fait, apprendre des trucs, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, les livres qui me serviront après dans ma vie en marketing ou des choses comme ça, c'est un peu des hasards que je tombe dessus. C'est des titres sexy, des couvertures un peu sexy, et je me dis, ah, ça a l'air intéressant, je lis ça parce que rien ne me rebute, tu vois. Mais à la base, c'était vraiment, par exemple, Haute Conversation que j'ai eue avec ma famille. Moi, je voulais pas passer le bac, quoi. Je voulais faire un BEP, quoi. Mécanique, électricité, peu importe, un truc qui me serve dans la vie. Tu vois, c'était toujours le truc de, je vais apprendre, je vais avoir des skills, en fait,
Je faisais énormément de jeux de rôle adolescent, j'adore ça. Et pour moi, j'ai une fiche personnage et je peux mettre des points un petit peu partout, quoi. Tu vois, c'est ça que je voulais. Donc, ouais, j'allais directement sur des livres pratiques, des livres de connaissances, des livres de savoir. Pas des grandes théories, tu vois, des mecs qui ont expérimenté ou des bios. Tu vois, j'adorais les biographies, j'aime toujours les biographies d'ailleurs. Donc tu avais cette approche concrète et tu trouvais que l'école était trop théorique en fait. Ouais, pas assez appliquée, presque dans tous les sens du terme d'ailleurs, mais pas assez appliquée à du concret, quoi, tu vois. C'est-à-dire que moi, si j'avais un prof de maths qui m'a fasciné, en première, meilleure note de ma vie du coup, tu vois, je devais plafonner à 19 en maths cette année-là. Mais pourquoi? Parce qu'il était génial, quoi. T'arrivais en cours et puis il disait « Ah, vous avez vu, on a gagné hier, je suis de La Rochelle, on a le rugby. Ah, on a gagné et tout. » Il fait « Ouais, je me demandais, là, en arrivant, faudrait tirer de quel angle, avec quelle force, quand on a le vent de la marée montante, pour que la courbe soit la plus sûre de rentrer, quoi. » Il fait « Bon, allez-y, on s'y colle. » On se collait à ça. Trop bien. C'est super intéressant. C'est génial. Directement, c'est appliqué, quoi, à quelque chose. Un jour, il avait la canette, il buvait du soda, il avait sa canette, il fait « Pourquoi elles sont comme ça, les canettes? Est-ce que c'est vraiment le meilleur volume, la meilleure position pour contenir 33 centilitres en utilisant le moins de matériel ou pas? » Ah, venez, on fait ça. On a fait ça durant 2 heures. Bon, réponse, oui, c'était des ingénieurs qui avaient pensé à ça avant nous, mais on l'a vérifié. Et du coup, on a été pioché dans tous les outils qu'on avait à notre époque, à ce stade de connaissance, pour réussir à faire ça. Mais c'est vraiment très stimulant, quoi. Tu vois, tout fait sens d'un coup, tout fait sens. Et bon, tu en parles aussi parce que c'était quand même assez rare comme comportement finalement. Bah, c'est un cas unique. Tu vois, j'avais lui et j'avais mon prof de philo, pour le coup, qui était passionnant, mais parce qu'on sortait du programme. En fait, c'est juste ça. Hein. Ce que nous faisait faire mon prof de maths, je pense que s'il avait été contrôlé, il se serait pris un blâme. C'était hors programme. C'était pas ce qu'on devait faire à ce moment-là. On n'utilisait pas les formules qu'on devait apprendre à ce moment-là. Ouais, mais on s'intéressait aux maths. C'est pas ça le plus important, tu vois. Et on développait notre sens logique. Mieux encore, on était obligé de composer avec le peu de connaissances qu'on avait. Donc, tu vois, c'est intéressant de se dire, ok, j'ai pas ma scie avec moi, j'ai pas mon marteau, j'ai pas mes clous. Pourtant, il faut que je découpe une planche et que je la mette sur le mur. Comment je fais, quoi, tu vois? Là, j'ai un petit couteau quand même, j'ai ça, j'ai de la pâte à fixe, tu vois, c'est pareil, mais avec des formules de maths. Donc tu bricoles et tu obtiens un résultat, parfois un peu bancal, mais qui fonctionne. Tu as cherché ta solution, quoi, tu vois. Et ça, c'est important parce que finalement, ça t'apprend à penser en dehors de la boîte, à être créatif et à trouver Bien des sûr. solutions concrètes aux problèmes concrets. Exactement. Ce qui est ce que l'école devrait enseigner et qu'elle ne fait pas tant que si bien que ça, quoi, c'est le problème. Ça développe ton sens logique, ta stimulation personnelle, le sens du défi aussi. Tu peux pas le faire parce que tu n'as pas assez les connaissances. Faut voir, tu vois. Il y a ça aussi hein, dans le shot d'adrénaline que tu as quand tu es en train de résoudre quelque chose auquel tu n'es pas censé être préparé. Il est intéressant aussi, quoi, tu vois. L'autosatisfaction derrière. Et ce contraste que tu avais finalement entre ces livres pratiques qui t'apprenaient des choses intéressantes et tes cours, ça a renforcé le fait que tu voulais pas avoir ton bac et tu t'es dit finalement les bouquins ça me suffit et j'ai juste à faire quelque chose dans ma vie? En fait, j'ai pas eu peur de moi, tu vois ce que je veux dire? T'as pas eu peur de toi? Ouais. Okay. J'ai pas eu peur de pas trouver de travail, j'ai pas eu peur de pas savoir m'adapter. Vraiment, grâce à ces bouquins, je savais que j'avais pas appris grand-chose, mais je savais que tout pouvait s'apprendre, tu vois? Il y a vraiment un truc de tout peut s'apprendre, tout peut s'expérimenter. On a le droit de se tromper, on a le droit de rater et d'apprendre de ses échecs. Ça, c'est un truc qui est très clair pour moi. Aussi parce que je fais de la musique, j'ai appris la musique tout seul. Donc, évidemment, j'ai cassé les oreilles à mes parents avant de réussir à taper un petit Georges Brassens à la guitare, tu vois. Mais donc, il n'y a pas de panique à avoir, quoi. Il n'y a jamais de catastrophe. Et dans les choses avec lesquelles, qui sont dans l'ordre de l'inné, moi, je suis né avec aucune peur du regard de l'autre. Vraiment? Ah ouais. Zéro? Ah, je m'en bats les couilles. Ah d'accord, ok. Ouais. D'accord, Donc, j'ai pas cet ego-là, tu vois. T'as pas eu besoin de dépasser ça, en fait. Non. Donc, mais ça, je te dis, il n'y a aucune fierté puisque j'ai toujours eu ça, quoi, tu vois. C'est vraiment... moi, je suis capable de tourner une vidéo pour YouTube qui va faire quand même pas mal de vues et c'est l'équipe qui dit « Regarde-toi dans un miroir, s'il te plaît, regarde, t'as des trucs là, t'as de la bouffe là, genre, on s'en fout, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, quoi, tu vois. Donc, rater n'a jamais été un problème du coup parce que j'avais pas peur du jugement. Je te raconte une anecdote, en 2016, enfin fin 2015, le temps de le lancer, je crée un magazine d'humour gratuit sur Paris. Parce que j'en cherche un, j'en trouve pas. Du coup, je dis, je vais le créer.
Donc, je connais rien à l'édition, je connais rien à tout ça. Je monte ce système-là, je le lance, et puis ça ne marche pas, quoi. Tu vois, 1 mois, 2 mois. Les retours sont très positifs. Ce qui ne marche pas, c'est la vente des encarts publicitaires. En fait, mes clients sont principalement les théâtres, les spectacles, les billetteries. Ils ne croient pas au projet, ils n'ont pas l'habitude d'investir leur argent là-dedans. Ils préfèrent mettre une bannière sur billet réduit à 1 500 € par mois, mais une page dans un magazine spécialisé qui est pourtant distribué gratuitement, ça ne fait pas encore partie de leur vision, tu vois. Donc j'ai du mal à les avoir. Je trouve quelques clients quand même, des VTC, tu vois, où je leur vends le truc après le spectacle. Il faut bien qu'ils appellent un VTC, tu vois, des choses comme ça. Mais rien de très viable et beaucoup d'énergie dedans, quoi. Pour pas grand-chose. Parce que quand je reçois les 80 000 exemplaires, moi je vois dans ma tête des cartons arriver. Quand il y a un camion qui arrive qui livre des palettes devant chez toi, tu fais « Ah ouais ! Ah mais quand je me disais les dispatchers, ils vont venir, ils vont prendre les livres pour la journée. » Non, c'est lourd le papier, je le découvre ce jour-là, quoi, tu vois. Alors que tu as commandé 80 000. Ouais. D'accord. Et donc, tu n'avais pas cette démarche, tu connais le Lean Startup, j'imagine, de Non, minimiser ses risques, de commencer avec un produit minimum Ouais. viable. Là, tu étais en mode Je lance le truc. Full, all-in. Ouais. Et 80 000, mais qu'est-ce que tu as fait de ces 80 000 magazines? on les a déposés en théâtre, on les a distribués, etc. On n'a pas jeté. Énorme, quand même. Et du coup, d'ailleurs, ça c'était le seul truc qui me gonflait, c'est quand j'en parlais au directeur de théâtre et tout, je dis, vous vous rendez pas compte, 80 000, c'est beaucoup, quoi. Regardez les chiffres de l'édition que je commençais à... Bon, ça c'est encore autre chose. Au bout de 3 mois, je me dis, d'accord, ça me prend toutes mes journées, toute mon énergie. Tu faisais ça tous les mois? Ouais. C'était Tous les mois, tu avais 80 000 exemplaires? Non, après on a réduit à 40 000. D'accord. Ouais, Seulement 40 000, ouais. ça va. Et Que tu distribuais gratuitement. Donc. Ouais. Et c'était quoi Et à en l'intérieur? dépôt. C'était quoi, des blagues, des interviews de metteurs en scène, d'artistes, des bons plans spectacles, des livres feel sur la good, comédie, alors. mais toujours voilà, c'était Humour Magazine, c'est l'humour sous toutes ses formes. Et tu cherchais des annonceurs? Chercher des annonceurs et puis chercher comment déléguer, quoi, tu vois. Et au bout de 3 mois, je me vois, c'est quand même un projet de vie, ce genre de magazine tel que je l'avais monté. Et donc, je me dis, j'arrête. Et donc, j'avais monté une petite équipe, on était 3 autour. Je dis, bon, on va arrêter le mois prochain, c'est mois de juin, on fait le dernier numéro, et puis on laisse passer ça, je prends pour moi. Et donc, les deux me disent, non, mais on était tous du milieu du théâtre. Qu'est-ce qu'ils vont penser, toutes les prods qu'on a contactées, les théâtres, les machins, quelle réputation on va avoir et tout. Mais rien. Et je leur dis un truc qui est sincère, je leur dis, tout le monde s'en fout de ce qu'on a fait. Dans 3 mois, plus personne n'y pense, l'été sera passé, et peut-être au mois de décembre, un jour, quelqu'un dira, mais il n'y avait pas un magazine l'année dernière? Je dis, mais n'attachez pas trop de valeur à ce qu'on a fait, parce que nous, c'est important parce que c'est nous, mais ne croyez pas. Et je leur prends des exemples concrets de, tu te souviens des spectacles qui sont plantés dans telle salle? Non, on ne se souvient pas de ces ratés-là. Donc je leur dis, on s'en fout, quoi, tu vois, pas de... C'est pour ça que je te dis, pas d'ego, pas de problème sur le regard de l'autre, arrêtez, quoi, tu vois. Moi, je voyais juste tout le... Et à cette époque-là, ça va te parler parce que je te dis ça, c'est au mois de juin. Et donc, il y a un autre projet lancé par hasard qui est en train de prendre. C'est ma chaîne YouTube. Et je me dis, bah, du coup, cette énergie-là, il faut la mettre là. Faut surtout pas... YouTube, c'est un hasard. Bon, bah, du coup, c'est ça qui monte. Bon, mettons le temps là. Et la jolie fin de story, c'est que du coup, en 2019... Non, en 2020, en 2020, je lance un nouveau magazine qui s'appelle Curious, qui marche super bien. Son fonctionnement, c'est du diamant, mais parce que je me suis planté en 2016. Sans ça, jamais je lance Curious et jamais il a la mécanique qu'il a aujourd'hui, parce qu'il l'a eu dès le départ. Moi, je suis très Mario Bros. J'essaye le niveau très vite, je tombe dans le trou, maintenant je sais qu'il y a un trou. Tu vois, ça m'intéresse pas tellement d'avancer de manière précautionneuse, puisque je m'en fous de tomber. Alors, pour pouvoir faire ça, il faut quand même avoir un plan de secours quand tu tombes dans le trou. Faut pas que quand tu tombes dans le trou, tu te retrouves SDF dans la rue, tu vois. Ah, ben c'est pas des projets de vie, ouais. Donc c'est des risques mesurés quand même. Ben, disons qu'en tout cas, il faut être capable de se dire, je rajoute ça à ma vie. C'est-à-dire que moi, à l'époque, ma ligne de conduite, c'était je gagne ma vie avec le spectacle vivant et ça roule comme ça. Donc si je lance un nouveau projet, je n'arrête pas le premier, tu vois. Quand j'ai écrivé mon livre, je n'ai pas arrêté de faire des vidéos. Quand là, la tournée vient de reprendre, j'arrête pas d'écrire mon prochain livre non plus, tu vois. Enfin, tout doit se marier. Et là, c'est une question de gestion, d'organisation, d'équipe aussi, de te dire, ok, je génère de la richesse, bah, tout de suite, je vais créer des équipes, quoi, tu vois, avec cette richesse-là. Sinon, je ne peux pas tout faire. Et si tu as envie de tout faire, bah, trouve des solutions, quoi. Oui, donc tu raisonnes vraiment en petits projets que tu peux tester rapidement pour voir si ça fonctionne ou pas. Enfin, petit ou pas, parce que là, 80 000 exemplaires, quand même, tu y allais à fond. D'ailleurs, c'est une méthode que Jeff Bezos fait beaucoup aussi. Hein. Il dit que
On voit tous les succès d'Amazon, mais c'est parce qu'on ne voit pas les Voilà, dizaines, les centaines c'est de ça. projets qu'ils ont testés qui n'ont pas marché. Ouais. Et ça, c'est aussi très intéressant ce que tu as partagé. C'est ce que je dis toujours pour essayer d'aider les gens à dépasser la peur de l'échec, c'est qu'en général, les échecs se voient beaucoup moins que les succès. Oui, C'est ça. logique. Ouais. Et tant mieux. Alors, si tu veux une fun fact, fort de ce raisonnement-là que j'ai aussi, moi, dans les catégories de choses que je fais dans la vie, j'étudie ceux qui auraient dû réussir. Ceux vois. qui auraient dû, c'est-à-dire... Ceux qui avaient toutes les clés, tout. Par exemple, en mentalisme, j'ai beaucoup regardé les carrières des mentalistes où je trouve leur travail incroyable, qui ont eu des opportunités incroyables et qui ne sont pas les leaders du mentalisme aujourd'hui. Comment ça se fait, tu vois? Et c'est Wald qui étudie les avions durant la Seconde Guerre mondiale et qui dit qu'il faut renforcer là où il n'y a pas eu d'impact de balles. Et on lui dit, mais pourquoi? Il fait, parce que ceux qui ne sont pas revenus, ils ont dû avoir des impacts ici, tu vois? Absolument. Ben, c'est exactement ce que j'ai fait et que je fais dans pas mal de projets. Je me dis, comment ça? J'adore ce travail, je trouve qu'il y avait toutes les opportunités, pourquoi ça n'a pas pris? Et je vais apprendre 10 fois plus que si je regarde celui qui a pris et que je me biaise un peu le cerveau à trouver des raisons qui sont peut-être pas les vraies, quoi, tu vois. Oui, ça c'est important parce que c'est quelque chose que les ingénieurs n'avaient pas compris effectivement. Au début, ils voulaient renforcer les endroits où les balles, il y avait des trous de... C'est ça. Ils se disaient, bah voilà, les gens, ils se prennent plutôt les balles là. Et il y a quelqu'un qui leur a dit, mais attendez, quand il n'y a pas de balles, c'est que les avions n'ont pas survécu. C'est ça. Ils ne sont pas rentrés. Exactement. Et ça, c'est un biais du survivant. Exactement. Ouais. Vous étudiez que les survivants. Donc forcément, vous ne pouvez pas comprendre ce qui a impacté ceux qui ne sont pas rentrés. Ouais, c'est vrai. Pensez à l'inverse, quoi. Pensez à 360, quoi. Mais c'est intéressant de faire comme ça. Mais donc pour revenir à tes 18 ans, quand tu rates ton bac, tu te dis, ok, j'en ai pas besoin. Et qu'est-ce que tu fais alors pour gagner de l'argent, pour entrer dans la vie active Je travaille en restauration. Ok, serveur. Ouais, parce que je faisais déjà ça depuis l'âge de 14 ans. Tu commences à 14 ans. Bah ouais, en fait, moi je viens d'une famille extrêmement modeste, et du coup je cherchais comment gagner des sous, et puis il y avait un resto dans mon village, et puis j'étais allé la voir vers mes 13 ans, c'était une dame qui s'appelait Renée, et j'ai dit comment je peux travailler, passer le balai, tout ça, machin. Elle avait un perroquet qui chiait partout, j'ai dit moi je peux gratter les merdes. Et puis elle me fait ouais non mais reviens plus tard et tout. Je dis bon bah d'accord, donc je suis revenu le lendemain, je dis bah c'est plus tard. Enfin, tu saoules quoi, tu vois. Elle fait non, mais plus tard, c'est plus tard, quoi. Donc je suis revenu une semaine après, et puis elle fait bon, va nettoyer la salle, déjà. Et je nettoie la salle, et puis elle me donne la pièce, quoi, tu vois. Et puis je reviens quand? Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour elle, de manière complètement illégale, évidemment, mais tu sais, le petit truc de village, quoi, voilà. tu vois. Et ben, mine de rien, j'apprends le métier, j'apprends la salle, j'apprends la cuisine, j'apprends le bar. Donc j'apprends ce métier-là, et puis. Il y a, pareil, toujours des petits moments de vie, des petites opportunités. Je continue la restauration, tout ça. À un moment, mais je suis encore au lycée, je rencontre un gars qui fabrique des nappes en polyester. Voilà. 100% polyester, un coup d'éponge au quotidien, infroissable, anti-tache. Tu te rappelles bien du slogan. L'argument de vente, et ça n'existe pas encore en grande surface. C'est encore une innovation. Et il me dit, ben moi je vends ça à des gens qui vendent ça sur les marchés. Il y a plein de marchés chez moi. Et vraiment, je trouve les nappes belles et tout. Je fais, ah, vas-y. Et donc, je prends le peu d'argent que j'ai sur mon livret de caisse d'épargne. J'achète une Mazda dépouillée, une vieille bagnole. J'achète du stock et me voilà à vendre ça. Je me crée une patente quand même. Je paye ma patente. Et je vends ça sur l'île de Ré, à La Rochelle, à Rochefort. Puis je me fais un petit peu de sous, quoi, tu vois, avec ça. Et avec ces petits peu de sous, ça m'a fait des pécules aussi pour investir sur des choses. Après, j'ai eu un restaurant savoyard avec un mec qui s'appelle Denis. Un restaurant savoyard. Ouais, à La Rochelle. D'accord. Vraiment typique, quoi, tu vois, de La Rochelle, quoi, les fondus entre les huîtres. Et tu faisais quoi là-dedans? Moi, je faisais la salle et mon pote faisait la cuisine. Donc, on fait ça. Moi, je sais que je veux arrêter à un moment donné. Je dis, moi, je veux pas être comme tous les gars de la rue. C'était une rue, tu vois. Tous nos potes, ils étaient bien plus âgés que nous. Lui, il avait 27 ans, je devais en avoir 19. Ils avaient, eux, 45, 50 ans. Et puis, ils nous disaient, non, mais je fais ça, mais je vais pas faire ça toute ma vie, la restauration. Le problème de la restauration, c'est que tu enchaînes. Et un jour, tu lèves la tête et c'est trop tard, tu vois. Donc, on s'était dit 2-3 ans, quoi. Et puis, on arrête en plein essor, quoi. Ça marche bien, on revend. Et moi, à ce moment-là, j'ouvre une société pour faire des anniversaires pour enfants à domicile. Parce que j'adore la magie. Et j'ai vu ces trucs exister aux États-Unis et ça n'existe pas en France. Je me dis, je vais faire ça. Donc je lance ce truc-là en 2006. Je le ferme au bout d'1 an, quand je reçois l'appel de charge de l'année d'après. C'est ça. Et je me dis, mais ils s'en foutent, hein. Je me payais tout ça, donc je ferme le truc.
Mes parents catastrophés. Il a fermé son entreprise, mon Dieu. Mais je n'ai pas fermé, enfin tout va bien. Il me reste 10 000 € sur le compte. J'ai pas de dette, j'ai plein d'idées. Tu n'avais pas anticipé les charges que tu devais payer alors? Non. D'accord, intéressant. Non, oui, donc tu étais encore très innocent ça, finalement. Pourtant, tu travaillais dans un restaurant. Je veux dire, tu avais un restaurant. Donc ouais, tu savais, je savais que ça allait tomber. Mais c'est le coup des forfaits, en fait, ça m'a saoulé. Et je savais que je pouvais continuer. Mais je savais que j'allais continuer pour payer mes charges, en fait. Et je me disais, oh non, c'est pas assez rigolo. La quoi, première année, ça dépend du statut de TAM. J'avais l'ACRE en plus. Oui. Ouais, voilà, donc, tu avais une exonération, mais il y a aussi un forfait, quel que soit le chiffre d'affaires que tu as fait. Exactement. Il n'y avait pas l'auto-entreprise à l'époque. Non, et puis tous les... tu ne montais pas de SAS parce qu'il fallait un commissaire aux comptes à l'époque. Donc en fait... Puis c'est pour les groupes, c'est quand tu gagnes déjà un peu d'argent. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, en vrai, c'était la meilleure décision, c'était de l'arrêter là et de se dire... Et l'État t'est jamais venu te chercher? Ah ben non, j'ai fermé. Vraiment, j'avais pas de dette, quoi. Hein, je devais rien à personne. Bah, tu devais à l'État, du coup. Ah non, c'était... Ah, tu les as payé tes charges? Oui, j'ai payé mes charges et en fait, j'arrête au moment où je reçois le prévisionnel des charges de la prochaine année. D'accord. Ah non, ça, Okay. oui, c'est pour ça que tu disais. Non, ça, j'avais anticipé mes charges à payer. C'était quand je voyais les forfaits qui m'imposaient pour la deuxième année où je me suis dit, oh non, on va pas jouer à ça. Moi, j'arrête et je vais remonter à autre chose. De là, je commence à faire des spectacles. Mais alors attends, tu t'es dit tous les ans, je vais en recréer une nouvelle du coup, parce que forcément, si tu recrées une nouvelle structure. Non, je me dis, je fais pas une autre entreprise, je vois ce que je fais. D'accord. Et je continue. Là, c'est intéressant, tu as quand même l'imposition qui t'a un peu découragé d'être entrepreneur, au moins temporairement. Bah, en fait, toutes les idées que j'avais, qui demandaient un peu d'investissement, je me dis, bah non, là, je vais tout filer pour les charges. Et puis, j'avais aussi une vraie vision de mon mini-business de l'époque. C'était, à un moment donné, c'est des anniversaires à domicile. Donc, c'est le mercredi et le samedi. C'est 2 jours là par semaine. Moi, je peux en couvrir que 2 moi-même si j'ai les 2 demandes. Donc, en fait, si j'en veux plus, il faut que je fasse travailler d'autres personnes et que je les forme. Mais du coup, ma marge va être très petite. Donc, en fait, je n'ai pas une possibilité de croissance folle, quoi, tu vois. Donc, ça va être compliqué, quoi. Tu peux pas en vendre... si à un moment donné, ça cartonne, tu as 8 demandes pour un mercredi, et puis toi, tu n'as que 2 gars qui peuvent y aller, en fait, de former. Donc, compliqué. Et puis, comme d'hab, je me dis, c'est quoi qui m'a vraiment plu? Bon, c'était de faire du show. C'était ça. Bon, on va faire du show sous d'autres formes, on verra, quoi, tu vois. Et après, je te pars tout le parcours, parce que ça peut être très long, mais en gros, je continue à faire des prestations pour adultes, pour des adultes que j'ai rencontrés pendant que je faisais les anniversaires pour enfants. On me dit, vous faites ça pour les adultes? Je fais, oui, sûrement. Oui, bah, je vais faire ça, oui. Bah, si vous avez un truc, bah, je vais venir gratuitement en plus. Par contre, je vous préviens, c'est la première fois. Et hop, les gens sont contents, tu vois, parce que tu es honnête, tu fais pas payer, et puis toi, tu fais ton truc. Et puis, il s'avère qu'en fait, il y avait des gens de grosses sociétés là-bas qui te demandent ton contact, et puis bah, eux, par contre, tu les fais payer parce que tu te dis, bah, s'ils ont demandé le contact, c'est que le produit était OK, quoi, tu vois. Donc, il y a des choses comme ça. Après, Et la magie, tu l'as appris tout seul Depuis l'âge de 8 ans, ouais. Ah ouais. Mais sans vouloir en faire un métier. Livres, ouais. Okay. Puis après, les tutos YouTube, j'imagine. Même pas. Même pas. Bah, il n'y a pas YouTube à l'époque. Ouais, c'est plus dur quand même quand tu n'as pas la vidéo pour te montrer exactement comment faire. Là, tu dois voir une belle pièce. Je vais te faire voir mon premier livre. Alors, attends, bouge pas. Je te ramène la relique. À l'âge de 8 ans, sur un vide-grenier, je trouve ça à 10 francs. Et c'est l'original que tu as acheté? Ouais. Et tu peux le montrer à la caméra? Bien sûr. C'est un livre qui est coté aujourd'hui. Ah bon? C'est un livre qui appartenait à un Parisien. Il se retrouve dans un village de 1000 habitants à La Rochelle sur un vide-grenier. J'achète ça à 10 francs. C'est incroyable. Pourquoi? On ne sait pas. Ça m'attire. Et donc, tu disais comment tu apprends? Bah, c'est les vrais bouquins de l'époque. Ah, c'est ça. Tu as les planches, et ça te renvoie aux planches, etc. Quoi. Moi, je ne me rends pas compte. À l'époque, je viens d'acheter un bouquin pour les professionnels de l'illusionnisme, pour ce cercle fermé, quoi, tu vois. Et donc, mon attrait pour l'illusionnisme vient de ce bouquin, quoi, qui m'a jamais lâché, quoi, du coup. Et tu vois, que j'ai toujours et que je ne vendrai jamais, d'ailleurs. Parce que là, il y a une valeur affective. C'était fou, quoi, tu vois. C'est incroyable. Donc, c'est avec ça que j'ai appris la magie. Ouais. Et là, tu étais loin de te douter que ça allait être ton métier plus tard. Et je ne savais pas du tout, je ne savais pas que ça allait m'emmener aussi au mentalisme, au cerveau, à ces trucs comme ça. Parce que déjà, à l'époque, quand je suis petit, dis-toi que ce qui m'intéresse dans les tours de magie, j'en fais pas aux copains, j'en fais pas à la famille, c'est très personnel, tu vois. Mais comment tu t'entraînes pour savoir que tu fais bien les tours, du coup? Bah, devant le miroir, c'est pas un problème, ça, tu vois. Et puis, j'avais pas besoin d'un auditoire pour être content de faire mes manips. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout, ce que je me dis, c'est... le secret est fascinant, le tour est génial, ça transforme le réel dans le réel, c'est incroyable. Le secret est toujours fascinant, de logique et d'ingéniosité, plus que de dextérité souvent.
Mais ce qui me fascine encore plus, et c'est ce qui va m'emmener vers mon métier actuel, on va dire, mes passions actuelles, c'est de me dire, mais pourquoi ça marche sur le cerveau? Pourquoi il ne se dit pas c'est dans la main droite, alors que c'est dans la main droite? Et c'est logique puisque c'est pas dans la main gauche. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, tu vois? Et c'est comme ça que je vais découvrir les biais cognitifs, les différents champs de l'attention, enfin tous ces trucs-là. C'est parce que je trouvais ça encore plus magique de me dire pourquoi notre cerveau, tu vois, par exemple, excuse-moi, je vais dans tous les sens, on dirait Van Damme, mais en 2006, quand je fais les trucs pour enfants, je suis fasciné par un truc, les tours de magie pour enfants, c'est les plus durs. Ils n'ont pas besoin de comprendre comment tu as fait pour émettre la bonne hypothèse. Tu vois, ils vont dire, par exemple, tu fais voir un livre de coloriage avec des choses pas coloriées, tu claques des doigts et hop, c'est colorié, et ils vont te dire, c'est pas les mêmes pages. Tu dis, ah ben ouais, mais comment c'est possible que ce soit pas les mêmes pages? Je sais pas, mais c'est pas les mêmes. Et ils ont raison, c'est pas les mêmes. Ils n'ont pas besoin de relier les deux points, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu veux dire que nous, les adultes, on a trop tendance complexifie. à regarder le raisonnement Ouais. et on se laisse tromper par ça, en fait. On complexifie tout à fait. Tu transformes une carte devant un enfant, il va te dire soit la magie existe et cette carte s'est transformée, okay, c'est une bonne hypothèse de réalité transformée, soit il va te dire c'est plus la même. Et il a raison. Et ça lui suffit. Tu auras beau dire ah ouais, ben comment j'ai fait? Je sais pas, c'est plus la même, tu l'as changé. Mais au final, ce qui fait la fascination pour la magie, c'est qu'on se doute bien que c'est pas la même carte, mais on se demande comment tu as fait pour changer sans que nous, on voit la chose. Ben ça, c'est français. Ah oui. C'est plutôt français. Hein. Pour avoir beaucoup travaillé à l'étranger, c'est plutôt un raisonnement français. Et c'est plutôt un raisonnement, on va dire, basique. Ok. Tu vois, pour avoir travaillé dans tous les milieux, du plus populaire au plus élitiste, je me suis aperçu d'un truc, c'est que les gens qui t'embêtent un peu dans les tours de magie, c'est des gens qui ont l'habitude de ne pas comprendre des choses, tu vois, qui ont une certaine limite de bagage culturel ou intellectuel et qui souvent ne comprennent pas un truc et du coup ils se sentent insultés dans leur intelligence de ne pas comprendre ce tour, tu vois, alors que c'est normal, c'est la règle du jeu de ne pas comprendre un tour. Alors que les personnes qui ont plus l'habitude de réfléchir, tu vois, de machin, je connais un artisan, tu vois, ça n'a rien à voir avec les études, hein. Je connais un artisan qui a l'habitude de trouver plein de solutions hyper ingénieuses pour lui et donc de comprendre plein de petits trucs. Il était obligé d'avoir cette mécanique. Sur les tours de magie, il les adore parce qu'il sait que c'est normal de ne pas comprendre. Donc il en fait son affaire. Il sait que s'il ne comprend pas, ce n'est pas un problème qui vient de lui, c'est plutôt un truc intéressant qui vient de moi à ce moment-là, tu vois. Intéressant. Donc c'est un autre cheminement, mais c'est plutôt français tout ça, ce comportement face à la magie. Tu crois que ça vient de notre culture cartésienne qui justement essaie d'analyser un peu tout? Ouais, ou peut-être notre ego qui prend aussi beaucoup de place et qui a l'impression qu'il faut en faire une affaire personnelle tout de suite de est-ce que je vais le dévaloriser, est-ce que je vais gueuler, est-ce que je vais dire j'aime pas, est-ce que je vais prendre le paquet de cartes dans mes mains. J'ai jamais vu ça, j'ai travaillé en Inde, au Qatar, au Chili, au Canada, j'ai jamais vu ça ailleurs qu'en France. Ah oui? La possibilité de prendre le jeu de cartes de la personne pour dire ah, moi je peux le mélanger. Ouais, quand même. Ouais, bien sûr. Ouais. Ah oui, ok, ça c'est un peu... Ouais. Ouais, ça, j'ai des souvenirs de ça, des gars qui vont ah, je peux le mélanger, c'est un jeu de cartes, je fais ouais, mélange-le. Puis je faisais du table à table, tu sais comment on dit, du close-up. Donc je partais à une autre table, je faisais tous mes tours, je faisais ça mélange, ouais. J'avais une autre table, ça mélange. Ouais. Et je faisais toute ma soirée jusqu'à temps qu'ils disent et moi tu reviendras jamais. Je fais bah t'as mélangé, tu fais le tour, t'as voulu mélanger. Moi je fais d'autres tables hein, en attendant. Tu vois, de remettre. Mais je sais que c'était pas méchant de sa part, quoi, mais c'est. Il n'y a qu'en France que j'ai vu ce genre de situation. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas d'école de magie qui délivre des diplômes pour devenir magicien. Non. Donc là, c'est excellent parce qu'on a quand même un excellent exemple d'un métier, magicien, mentaliste. Ouais, mentalisme encore moins. Ouais. Oui, où vraiment, tu dois apprendre par toi-même. Ouais. Et il n'y a pas de parcours scolaire pour faire ça. Tu dois creuser ton chemin. La magie, c'est un petit peu différent parce que, mais ça, pareil, je le découvrirai longtemps après, il existe une fédération internationale, une fédération française et donc des clubs en local, tu vois, toutes les ramifications, et tu peux aller apprendre la magie. Moi, je ne connais pas ça. Du coup, j'apprends vraiment tout par moi-même, je trouve mes solutions. Je ne suis pas un grand technicien, donc je développe mes solutions à moi, tu vois, des gestes très précis que je n'arrive pas à obtenir et je sais que ça ne m'intéresse pas et je me dis, mais si je fais ci comme ça, ben ça fonctionne en fait. Donc je mets un temps beaucoup plus long que ceux qui sont en école justement, en club de magie, quoi, comme on dit, à apprendre les basiques en fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'en 2007, je vais gagner le prix des Cannes d'Or, qui est un concours national. Et moi, quand j'y vais là-bas, c'est pour justement me confronter à d'autres personnes. Je ne connais pas d'autres magiciens, je veux les voir faire.
Je veux les À voir l'époque, tu faire. as déjà des clients et tu fais des spectacles. Ouais. D'accord. Et donc, je vais les voir faire. Et toute la journée, on passe la journée ensemble. Des gars très sympathiques au démarrant. Et je me prends des gifles. Je me dis, oh la vache, oh les tueurs. Mais ce sont des tueurs, quoi, tu vois. Et le soir même, on fait tous les trucs, les machins. Alors, c'est en vraie condition de close-up. Donc, on allait dans des bars. Il fallait aller à une table. Tu avais le jury qui nous observait et tout, quoi, tu vois, microté, tout ça. Et on allait voir des personnes qui étaient là pour nous juger, mais aussi des gens qui n'avaient rien demandé. Il fallait être capable de les aborder, de faire ton tour, etc. Machin. Et après, le jury aussi passait pour recueillir leurs impressions. C'était très intéressant comme système. Et donc, on fait ça. Et puis après, il y a la remise des prix. Et moi, je suis venu en voiture depuis La Rochelle, c'est à Cannes. Je n'ai pas beaucoup d'argent, donc si je peux économiser une nuit d'hôtel, tant mieux. Et du coup, ils annoncent les résultats. Et moi, je suis à la porte du fond, avec mon blouson, mon manteau, ma petite sacoche, limite la clé de la voiture dans la main, en mode j'écoute qui a gagné pour savoir, quoi. Et puis je file, quoi. Comme ça, je prends la route. Sauf que c'est moi qu'on appelle. Donc je suis vraiment arrivé sur scène avec mes affaires, mon machin. C'était pour te dire à quel point c'était pas prévu. Je me dis, c'est pas impossible que je gagne. C'était si fort techniquement. Et en fait, je le comprends après, suite à des discussions. Les deux choses qui ont fait la différence, c'est qu'ils venaient tous dans leur parcours de club de magie. Donc ils ont appris la même chose de la même manière au même moment. Donc en fait, on avait de très bons interprètes, mais toujours des mêmes choses. Donc moi, ça sortait des sentiers battus, mais même mes techniques, elles étaient très underground, mais en fait, elles paraissaient fortes, mais elles cachaient mes faiblesses en fait. Je les avais créées pour compenser des faiblesses chez moi, quoi, tu vois. Donc c'était un peu inédit pour eux. Et puis la deuxième chose, c'était l'habitude de travailler. Ça a fait une grande différence, c'est-à-dire que moi, à une époque, pour rôder, quand j'écris un nouveau numéro de magie, qu'est-ce que je fais ? Je vais sur les terrasses de La Rochelle et je vais faire de la magie au pourboire. Et c'est comme ça que je me rôde, tu vois. Et je ne demande jamais un pourboire, donc j'ai toute une mécanique psychologique. T'as un chapeau qui quand incite... même Non. Non, rien, d'accord. Mais le dernier tour se fait toujours avec de l'argent, et jamais un gros billet qu'il va falloir me fournir. Et puis j'ai quelques blagues de « Ah, reprenez votre billet, qui veut rester ici, qui est gentil, vous voulez me féliciter, je vous le redonne », jusqu'à temps qu'on me dise spontanément. J'ai même une technique, la technique du livre d'or. Des fois, quand il fallait que je ramène un petit peu de cash quand même, j'avais un tout petit livre d'or. Et puis quand je voyais qu'ils n'avaient pas compris que j'étais au pourboire, et je voulais jamais le verbaliser, si tu veux. Je disais, voilà, si vous voulez, je recueille un petit peu des mots en ce moment, si vous voulez m'en écrire un pendant que je vais à la table d'à côté, donc j'ouvrais. Et puis bon, il y avait un petit billet de 50 francs dedans, donc je remerciais la table virtuelle, hein, vraiment, qui n'existait pas, je remerciais pour ça. J'empochais ça, et puis j'allais faire un tour à une autre table, et je récupérais mon livre d'or où il y avait un billet qui avait été reglissé, quoi, tu vois. Tu crées de la preuve sociale. Bien sûr. Oui, le seul métier de salarié que j'ai fait, c'était celui de serveur dans une crêperie, et on mettait, c'est très connu comme truc, hein, on mettait des pièces pour faire croire qu'il y avait des pourboires de données. Ouais, c'est ça. Donc je faisais ça comme ça, et ça m'a servi parce que le jour J, du coup, comme c'était des conditions réelles d'attaque de table, etc., c'est vrai que des magiciens qui étaient des tueurs en dextérité, dans mon souvenir, je me souviens, ils approchaient d'une table, puis ils reculaient, puis ils y allaient, puis ils faisaient « excusez-moi », et moi j'avais déjà fait 2 tables pendant ce temps-là. C'est-à-dire que j'avais aucun complexe à repérer le trou de la table et à faire comme un serveur, j'arrive et j'y vais, tu vois. Et déjà, j'arrivais jamais en disant que j'étais magicien. Jamais. Je disais jamais, est-ce que vous voulez que je vous fasse un tour ? C'est la possibilité de me dire non. Donc tu préfères demander pardon que la permission. Exactement. C'est un bon principe. Bien sûr. Sauf dans les trucs légaux, hein, mais voilà. Oui, non, mais c'est ça. J'arrivais à table et puis, d'ailleurs, je me faisais passer pour un serveur le temps d'une phrase. Je dis bonjour, quelqu'un a pris votre commande ? Oui, c'est bon. Eh bien, c'est formidable, on va pouvoir passer à la magie alors. Et crac. C'est excellent comme transition. Terminé, il pouvait même supposer que tu étais un employé du restaurant qui était là pour les... De toute manière, il fallait qu'on m'accole l'étiquette de confiance, tu vois. Il fallait pas qu'on m'autorise à arriver sur la table parce qu'on risquait de ne pas m'autoriser parce que peur de X ou Y quelque chose. Et puis après, socialement, j'avais aussi commencé à travailler dans la restauration et dans ma magie de pourboire de qui est le leader de la table, tu vois, et qui est le vrai leader de la table. Donc, tu as le leader qui parle fort, et puis tu as le vrai leader qui est celui qu'on va respecter, qui prend les décisions quand même, tu vois. Comment j'en fais mon allié, s'il est contre moi dès le départ, tu vois. Pendant que je faisais des tours à une table, je voyais qui est-ce qui commandait le vin sur l'autre table. C'est lui, tu vois, qu'il faudra que j'aille voir. Et quand j'irai le voir et que je rentrerai sur la table, il faudra tout de suite que je lui fasse comprendre que je ne vais pas prendre sa place. Tu vois, et qu'au contraire, on va faire des choses ensemble. Grâce à lui, ça va être formidable.
pas grâce à moi, ne t'inquiète pas. Donc c'était tout ça, tous ces jeux-là. Et en fait, ces grands techniciens de magie contre lesquels je concourais n'avaient pas cette intelligence sociale, ils ne l'avaient pas travaillé, ils ne l'avaient pas expérimenté. Donc ils avaient par contre de bien meilleures compétences que moi dans la technicité, mais pas dans... technicien, c'est ça. En Tandis fait, que toi, tu étais un humain avec toute la composante. Donc il leur manquait un peu de... Bah, en fait, c'est là où je me suis rendu compte que il n'y a pas de mauvais tour. Mais vraiment, le tour le plus basique du monde, suivant par qui il est fait, il peut être brillant, quoi, tu vois. Et les tours qui marchent le mieux sur le public en close-up ou quoi, ne sont pas les tours qui vont bluffer les autres magiciens. C'est les tours avec la lecture la plus simple. En fait, si je ne peux pas t'expliquer mon tour de magie en 3 phrases, c'est qu'il est trop compliqué à suivre et il va flopper à table. Et ça, je le garde pour plein de choses, pour mes livres, quand je les réfléchis, je me dis comment Michel, qui a acheté le livre et qui l'a aimé, comment il va en parler à Jean-François? S'il n'est pas capable d'en parler parce que c'est pas assez clair, c'est que je me suis planté dans l'écriture de mon livre. Tu vois, il faut que je revoie un petit peu ma copie. Mon spectacle, c'est pareil. En sortant du spectacle, si tu sais pas résumer mon spectacle, c'est que mon spectacle, il n'est pas lisible, quoi, tu vois. Donc, c'est dur des fois dans l'ego de retourner vers la simplicité, mais c'est un travail qui est vraiment nécessaire, quoi. Comment je rends les choses plus simples à partir du moment où ce sont des choses où je veux qu'il y ait un bouche à oreille derrière, entre guillemets, quoi, tu vois. Parce que c'est aussi une sorte de malédiction qui nous touche quand on devient un expert du sujet, c'est que justement, on cherche aussi à impressionner nos pairs et on cherche aussi un défi personnel. Du coup, on va se couper du public qui, lui, a des milliers d'années-lumière de tout ça. Donc, c'est un plaisir pour toi de rester connecté à la simplicité ou c'est vraiment un exercice que tu te forces à faire? Non, c'est un plaisir. Je sais pourquoi je fais ça. Et effectivement, de ce que tu dis, je sais que la majorité, on va dire, de ceux qui apprécient le mentalisme en France de spectacle, pour le pratiquer, parce qu'ils le pratiquent, je sais qu'ils ne me valident pas. Tu vois, il y a beaucoup de grands noms du mentalisme qui me valident, mais parce qu'ils ont passé des steps dans la vision de leur art, tu vois. Moi, je crois que la chose la moins intéressante dans la magie ou dans le mentalisme, c'est le tour. Ah oui. Tu vois, Donc le plus intéressant, c'est quoi? C'est la connexion au public, c'est tout le reste, c'est l'émotion, c'est le partager, c'est qu'est-ce que tu as envie d'envoyer, véhiculer, qu'est-ce que tu veux transformer, pas transformer. Après publication de cette vidéo, il y aura la dernière de mon spectacle actuel qui sera diffusée sur C8. Donc tout le monde pourra le voir, il sera en replay, il sera gratuit. Ce spectacle dure 2 heures. En 4 ans de scène avec ce spectacle, 3 ans et demi, il n'y a personne qui est sorti avec une autre phrase que c'était un super spectacle de mentalisme. Dans ce spectacle de 2 heures, il y a combien de numéros d'après toi de mentalisme? J'en ai aucune idée. Il y en a un seul, c'est ça? Bon, il y en a 4. D'accord. Okay. Il y en a 4 en 2 heures. Et pourtant, tout le monde te dira, j'ai vu un spectacle de mentalisme, ça enchaîne. En fait, ça enchaîne pas. Et en fait, si tu arrives, en voyant le spectacle, à te dire, pourquoi j'ai l'impression d'avoir vu plein de tours ce soir, et tu te poseras la bonne question de c'est quoi nos arts en fait, quoi, tu vois. Pour moi, enchaîner un tour, c'est surtout un truc d'ego, quoi, tu vois. Tu vas pas comprendre ce que j'ai fait. Tu te positionnes, tu vois, vis-à-vis de ça. Moi, je me positionne pas vis-à-vis de ça, quoi. C'est à un moment donné, le tour va être support à quelque chose, et le secret, s'il y en a un, il doit pas être la pierre angulaire. Quand j'écris un spectacle, il faut que si j'enlève tous les tours, il reste un spectacle. Du coup, les tours doivent être un apport en fait au spectacle, mais ils ne peuvent pas être le spectacle. Et c'est le problème d'ailleurs de la magie. Quand tu commences la magie, si je t'apprends un tour, tu peux aller faire le tour. Mais tu n'es toujours pas comédien, tu n'as toujours pas de texte, tu ne sais pas quel est ton personnage, quel est ton clown intérieur, quel est le message que tu veux donner, quel est le moment que tu veux leur faire passer. Tu n'as que le secret d'un tour. Autant dire rien du coup. Mais tu peux avoir l'impression, c'est le seul art, la magie, où tu as l'impression de connaître quelque chose parce que tu connais le secret d'un tour, quoi, tu vois. Et c'est un problème, parce qu'il faut se déconstruire mentalement pour se dire, en fait, la chose qui est la plus précieuse, le secret, c'est la moins importante. Elle est précieuse, mais pas importante. Donc, pour revenir à ton parcours, on s'était arrêté au moment où tu étais en train de commencer à faire des spectacles. Ouais. Tu gagnes donc ce prix. Comment t'en es arrivé à faire des spectacles dans des bateaux de croisière en voyageant partout? Comme d'hab. J'ai pas fait exprès, monsieur. D'accord, t'es tombé dedans comme ça par hasard. En gros, je continue donc sous forme structurée de l'intermittence du spectacle.
Du coup, à force de faire des spectacles, on me dit je te paye en cachet. Je me dis ça sert à quoi les cachets? C'est légal ce truc. Et on me dit oui, t'es pas intermittent. Je dis si, sûrement, ouais. On me renseigne, l'intermittence, c'est quoi? Je comprends. Je me dis donc on va me donner de l'argent quand je travaille pas. C'est incroyable. Merci beaucoup le système français qui est une spécificité culturelle unique en France, quoi, tu vois. Donc ça me permet de me développer, effectivement, parce que l'intermittence, c'est... D'ailleurs, petite parenthèse, on parle souvent de l'intermittence du spectacle, c'est pas un métier, c'est un statut chez Pôle emploi. Donc en fait, tu es chômeur. Mais qui est très avantageux par rapport à ce qu'ont la plupart des gens. C'est ça, mais ton statut social, c'est chômeur à ce moment-là. Mais par contre, effectivement, c'est sécurité absolue quand tu te lances. Ça, c'est une chance inouïe. Je ne sais pas si j'aurais continué, j'aurais peut-être fait un changement à un moment donné pour faire quelque chose de plus standard. J'aurais peut-être pris un peu moins de temps. Mais le fait est que ça existe, donc je suis là-dedans, c'est plutôt cool. Et puis, je rencontre un gars qui travaille sur les bateaux de croisière. Et je lui dis, mais tu fais quoi et tout? Il me fait, moi je fais les excursions et tout. Je dis, ah putain, ça doit être incroyable comme vie, ça doit être trop bien. Et du coup, y a quoi à bord? On dort, on mange, on fait ça. Il me fait, non, il y a aussi des spectacles le soir, des artistes. Je dis, d'accord, mais c'est des Français. Il fait, ouais, on a des Français et tout. Super. Je rentre chez moi. Alors, c'est quoi les compagnies d'agences croisière? J'envoie un mail au pif à un gars qui est à Londres, et puis il me répond le lendemain, et puis on commence à discuter, et puis il me dit les conditions, et puis je suis hors de question. Ah bon? C'était pas vraiment avantageux? Pas du tout. Ah oui? En termes de salaire, de liberté et d'autonomie, de tout. Parce que finalement, tu es bloqué sur un bateau pendant des semaines, c'est ça? Ouais. Déjà, tu partais 3 mois. Moi, j'étais, ah non, moi, je pars une semaine, hein. Je pars pas 3 mois. Oui, tu étais en mode, je veux une croisière. Ah ouais. D'accord. Tu partages ta cabine avec d'autres personnes. Je dis, non, moi, j'ai plus 15 ans, je partage la cabine avec personne. Ouais. C'était payé 400 € net, un truc comme ça. Bon, t'es logé nourri blanchi, bien sûr. 400 € par mois? Non, la semaine. Ah, la semaine, d'accord. Ah oui, pardon. Ça fait, oui, d'accord. Ouais. Ça fait, Et puis, il fallait des fois, quand il manque quelqu'un dans un bus pour une excursion, tu dois y aller. On m'intéressait moyennement. Et le dernier truc, ça joue aussi, tu avais ta cabine sous le niveau de la mer, donc tu n'avais pas de hublot. Tu avais les cabines aveugles, en fait, sinon, du centre du bateau. Ah oui, ça n'envoie pas du rêve, là. Ouais, je dis non, mais alors attention, moi je ne cherche pas de travail, hein, donc je regardais ça parce que c'était rigolo et tout. Cédric Cabane, et puis on échange comme ça avec lui, avec Cédric, pendant 1 an quand même, de temps en temps. Et puis à la fin, on trouve des justes milieux. Cabine solo, assurément. Pas la certitude de ne pas avoir une cabine aveugle, mais si il y a une cabine hublot, c'est ok, c'est moi qui la prends. Pas de nécessité de faire les excursions, les machins, les trucs. Je viens qu'une semaine ou 10 jours suivant la longueur de la croisière. Et je justifie ma prestation en 45 minutes, par contre, elle doit être nickel à ce moment-là. Et puis, j'ai un salaire mieux que celui qui est proposé, que je tairais pour mes copains qui étaient sur les bateaux avec moi à l'époque. Mais donc, là, ça devient cool, tu vois, pour moi. Je me dis, c'est super, faisons ça. Et donc, tu vois, c'est vraiment ce hasard, et je me mets à faire les croisières, j'aime bien la difficulté de ces spectacles aussi. J'ai vraiment fait plein de spectacles difficiles dans ma vie, et j'aime bien ça parce que, encore une fois, tu vois, c'est pas le tour qui prime, c'est que la connexion. Et tu faisais ça en français ou en anglais? En français, parfois en anglais. Mais le plupart du temps, c'était pour un public francophone. C'est que là, tu as devant toi majoritairement des personnes âgées, le soir, qui ont fait des excursions toute la journée depuis 8 h du matin, qu'on en plein les pattes. Ils sont assis devant toi et leur chambre, elle est derrière eux. Donc si ça leur plaît pas, ils se lèvent, ils vont se coucher. Et tu dois les accrocher eux. Et j'ai jeté ma conduite, tu sais, ma régie, il faudra m'envoyer tel son, telle lumière. J'ai dit lumière tout le long. Et quand je lève le bras, tu m'envoies un jingle. Et j'ai dit, je vais tout improviser. Alors, pas improviser à blanc, j'ai des tiroirs de savoir-faire, mais je vais composer en fonction de l'énergie de la salle et je vais les garder. Et je veux pas qu'il y en ait un qui se lève et qui aille se coucher, quoi, tu vois. Et sur mon premier spectacle, il y a 2 personnes du premier rang, un couple qui va se coucher. Et ça, c'est le drame, ça me casse les jambes, mais je continue et ce sera les 2 seuls de la soirée. C'est un bateau, on se retrouve tous le lendemain, je les repère, je vais les voir, je fais, excusez-moi, pour mon autocritique personnelle, j'aimerais bien savoir qui vous a déplu au point de vous coucher hier soir. Il fait « Non, c'était super, non. Non, nous, par contre, tous les soirs, comme on se lève tôt, on a une règle, c'est à 21 h, on va à la cabine, quoi. » Je dis « D'accord. » Dans ma tête, j'avais envie de leur dire « Pourquoi vous mettez au premier rang, s'il vous plaît ?» Tu vois. Mais ma foi, c'est leur croisière, ils font bien ce qu'ils veulent, quoi, tu vois. Donc tous les soirs, ils se faisaient 15-20 minutes de spectacle et ils allaient se coucher systématiquement. Donc je me dis « Ok, j'ai réussi à ce que personne ne se couche. » Mais par contre, là aussi, j'ai un peu
déposséder mon ego en mode, pour l'instant, je ne fais pas ce que je veux absolument faire sur scène, je fais ce qu'il faut pour le public à ce moment-là, quoi, tu vois. Et donc, après, tout se relie. Partant de là, je rencontre des gens, on me dit, est-ce que tu sais faire une conférence, tu saurais faire une conférence en Inde sur la mémoire. En Inde? Ouais, il y avait 2 conférences, une Ritz-Carlton et une pour Sony TV. Qui fêtait ses 10 ans là-bas, qui est un peu l'équivalent de TF1 ici, quoi, tu vois. Là, on voit 2 choses intéressantes déjà dans ton parcours. Déjà, c'est la boule de neige d'opportunités. Chaque opportunité en amène d'autres et à chaque fois, tu les prends. Et tu as aussi ce rapport à l'argent qui te permet d'être cool. Ouais. Et quand tu as cette opportunité que tu as qui ne te plaît pas, tu es libre de dire non. Exactement. Et ça renforce ton positionnement dans la négociation et ça te permet d'avoir de meilleures conditions. Ben oui, parce que sur la croisière, c'est 1 an. Hein, 1 an plus tard qu'on deal à travailler ensemble. Pour moi, c'était intéressant ce truc. C'était vraiment... Je parlais la fin du monde. Bah non. Ouais. J'avais parlé un vendredi soir avec un mec qui faisait des croisières, je trouvais ça rigolo. Je me suis dit, ils prennent des artistes, j'essaie. Bon, on n'est pas d'accord, next. C'est pas grave, quoi, tu vois. Et du coup, ça se fera quand même. Et donc, le mec, pour les conférences, il me dit, tu la feras en anglais et tout. Je suis, oui. Moi, j'ai le niveau anglais des bateaux de croisière. Donc, t'es 30 nationalités différentes sur un même bateau. Il n'y a pas un natif anglais dedans. Tu prends du globish, quoi. Et voilà, on se débrouille. Donc je dis oui, non, je peux la faire en anglais, il faut voir si je suis dispo, c'est dans combien de temps? Il me dit une date, c'est dans 6 mois. Il est impeccable, j'ai le temps d'apprendre entre temps. Je prends des économies, cours particuliers d'anglais. Et le Georgie, il n'a jamais su que je ne parlais pas anglais réellement à l'époque où il m'a engagé, mais ça, c'est la force de savoir bluffer parce que tu sais que tu feras ce qu'il faut, par contre, quoi, sur le délai qui te reste. Et de là, j'ai énormément de contrats qui sont proposés à l'étranger. Alors, pour 2 raisons. Déjà parce que les Français sont bien cotés à l'étranger, dans le système, soit des conférences, soit des exhibitions de tours. Moi, c'était pour le mentalisme. Et ensuite parce que je ne suis pas le meilleur Français, mais je suis le moins chiant. C'est-à-dire que les contrats et tout ça... Moi, quand je travaillais au Qatar, par exemple, à Doha, je n'avais pas une feuille de route, je ne savais pas où je dormais, je ne savais pas si quelqu'un allait venir me chercher à l'aéroport, je ne savais pas si je serais vraiment payé du coup. Et sur tout ce que j'ai fait, tous mes contrats à l'étranger, et je te dis, durant des années, c'est 30 pays par an, je n'ai pas eu un seul défaut de paiement. Je n'ai pas eu un hôtel minable, je n'ai pas eu autre chose que des belles voitures et des beaux chauffeurs à l'aéroport. C'est juste pas la même manière que nous de travailler. Parce que tous les autres négocient ce genre de choses. Il faut les contrats, les machins, les garanties. Sûrement des choses que je demanderais aujourd'hui d'ailleurs, tu vois. Pour être sûr de ne pas me déplacer pour rien. En tout cas, j'étais extrêmement flex à l'époque. Je disais, oui, on le fait, oui, bien sûr, j'arrive. Bon, je ne sais pas s'il y aura quelqu'un, putain, il y a une limousine, incroyable. J'ai un hôtel, un truc, c'est quoi? Ah, c'est le Hilton. C'est des gros hôtels, ça, non, tu vois? Et c'était fou, quoi. Et ça, c'était en même temps que tu faisais tes croisières? Ouais. D'accord. Ouais. Ça, c'était toute ta période où tu voyageais tout le temps, avant que tu reviennes à Paris. Exactement. Et te retrouver à moins 4 000 € par mois. C'est à peu près ça. C'est incroyable quand même que tu... Donc ça a duré combien de temps cette période où tu as voyagé partout? Ça a duré 3-4 ans, on va dire, à temps plein. Ça déborde un peu avant, un peu après. Mais tu étais basé en France quand même? Ouais, à La Rochelle. Et tu avais une copine? Comment ça marchait? Eh bien, mon retour à Paris se fait comme ça en fait. À un moment donné, en 2008, je rencontre quelqu'un qui, en dehors de Paris, mais qui habite à Paris. Et du coup, je me dis, faudrait qu'on puisse se voir plus facilement, tu vois, donc il faut que j'aille un peu à Paris. Parce que tu passais combien de jours en France par an finalement? Ça dépendait, mais c'était un quart de l'année, quoi, on va dire. Quand même. Tu vois, ouais. Alors avant d'enchaîner, une question intéressante, c'est tous ces voyages que tu as faits, qui t'ont vraiment fait sortir de la culture française, qui t'ont fait découvrir d'autres pays, qu'est-ce que ça t'a apporté en termes de, je sais pas, ouverture d'esprit, de peut-être changement d'opinion ou de... Non, la chose que ça m'a amené, c'est les règles tacites de société ne sont que des règles tacites de société. Je me suis vraiment rendu compte de la construction des personnages de tout un chacun dans la vie. Que si je te croise demain en guichet de la Poste, tu ne seras pas le Olivier que je rencontre maintenant. Et tu n'es peut-être pas le même Olivier là dans la vidéo que quand tu es avec tes potes d'enfance, tu vois ce que je veux dire? Et que, en fait, au final, ce ne sont que des facettes des personnes qu'on rencontre avec les règles tacites de vie. Ça, je m'en suis vraiment rendu compte à force de voyager et qu'en fait, au final, si tu creuses, on est vraiment les mêmes, avec les mêmes aspirations de joie et de plaisir, les mêmes peurs, les mêmes angoisses, les mêmes espoirs, tu vois ce que je veux dire? On est beaucoup plus basique que ce qu'on a envie de faire voir dans notre quotidien de société. Et ça, c'est sûrement en travaillant en Inde, en Tanzanie, au Chili, en mangeant chez des gens au Chili, parce que je croyais que c'était un resto, et c'était pas du tout un resto, c'était chez des gens, mais on me dit, mais viens manger, t'as un petit peu de sous pour nous quand même? Oui, bah voilà, mets-toi autour de la table. Tu vois, tu te rends compte que, ouais, en vrai,
C'est tout ce qu'on se fait croire à nous-mêmes ici en disant « Tu te rends compte quand même comment il a dit à Monique ?» Non, mais en vrai, on s'en fout de comment il a dit à Monique, c'est pas très important en fait. Donc ça m'a amené encore plus de recul alors que j'en avais déjà sûrement pas mal, quoi, tu vois. Ça, c'est ce que ça a amené, et ça m'a amené aussi le côté je veux vraiment rencontrer des gens qui vivent de rien mieux que nous. Tu vois, j'ai rencontré le plus grand magicien du monde en Inde. Le plus grand, à mon sens. Hein. C'est un trophée Fabien Olicard que je lui remets. Je suis dans la rue, et puis il y a un mec au sol, hein, pas de dents, pas grand-chose, au sol, qui cueille une plante et qui me dit « Tiens, prends-la, un bout d'herbe. Hein. » C'est magique, quoi, tu vois. C'est magique, je prends, je vois pour lui donner une pièce, je donne un petit peu de sous. Et puis il me dit non, non, non. Et là, il me fait des tours de magie. Il ramasse une boule de terre, il fait une boule avec de la terre, il prend un bâton et il me fait des tours de magie avec ce truc. Et moi, je connais ces tours. Tu vois, je les connais. Et le mec, pourtant, je sais à l'avance les gestes qu'il va faire. Putain, il arrive à me bluffer l'œil une ou deux fois. Je me dis, putain, c'est fort, quoi. Et là, je vais pour lui dire qu'en vrai, je connais, que je suis magicien et tout. Et j'ai eu beaucoup de recul de me dire, mais non, 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 non. Non, lui, il est magicien, quoi. Lui, s'il ne réussit pas, il ne mangera pas ce soir. Il fait croire aux gens, aux autres Indiens, qu'il a des vrais pouvoirs magiques. Et il arrive à leur faire croire ça, tu vois. Et sa vie est construite sur la réussite du geste parfait. Et c'est un édenté qui vit dehors, quoi, tu vois. Donc moi, je suis bien gentil avec mes petits tours de cartes, mais c'est ça la vraie magie, quoi. C'est de se dire, ouais, le mec, il a pris une boule de terre, il a cassé une branche d'arbre, et il m'a fait un trick que je sais faire quand j'ai la bonne balle que j'ai achetée chez le bon fournisseur et le bon bâton que j'ai acheté chez le bon fournisseur et que je me suis entraîné, tu vois, et que je suis habitué au même poids de la balle et tout ça. Lui, il te prend, tu vois. Et ça m'a amené beaucoup de recul, tu vois, sur ces trucs-là, sur ce qu'on estime être le minimum. À un moment donné, c'est le minimum, il me faut au moins ça pour performer. Moi, non, en fait, hein, c'est qu'est-ce que tu crées, quoi, tu vois. Donc ça m'a amené ça. Tout ça pour te dire, je me dis, fin 2010, il faut que je vienne un peu plus sur Paris. Et là, je me souviens d'un gars que j'ai rencontré à Yalta, en Ukraine. Je travaillais sur toute la côte ukrainienne. Et donc, il me dit, bah ouais, moi j'ai des potes, ils ouvrent... C'est une troupe, ils ont racheté un petit théâtre à Paris, la Comédie des Trois Bornes. Ah, si tu veux, non, le contact et tout. Et je me dis, ah bah tiens, je vais aller les voir, ces gens-là. Parce que si je viens à Paris, il ne faut pas que je m'ennuie pendant qu'elle travaille, tu vois. Il faut que je fasse des trucs, quoi. L'inactivité me pèse, tu vois ce que je veux dire. Être enfermé chez elle, pas très intéressant, il faut que je m'amuse un peu. Et donc je les rencontre, ils me disent non, non, ça ne nous intéresse pas du tout, pourquoi le mentalisme? Et en fait, c'est un théâtre d'humour. Et je dis, mais moi, ce que je fais, je crois que c'est rigolo en vrai, quoi. Je fais rire les gens. Non, nous, c'est vraiment que des comédies ou du one-man show. Et je les saoule, un peu comme le resto quand j'ai 14 ans. Et je les saoule tellement qu'il me dit, mais tu arrêtes quand? Et je dis, le jour où vous me laissez faire 5 minutes devant vous. Ils sont 4 associés, je fais 5 minutes. Et là, vous me dites non derrière, promis, promis, je ne reviendrai plus. Mais je vois bien que vous avez une image de ce que je fais. Je ne suis pas sûr que c'est celle que je rends vraiment. Ils me disent, ok, j'y vais, je fais un numéro de 5 minutes. Il me faut, c'est bon. Tu fais les mardis à 20h et tout, pour 3 mois. Donc je reste 2 ans. Je fais 2 ans chez eux. Et au bout de 2 ans... Là, tu n'étais plus à moins 4000. Donc, j'étais plus à moins 4000. Et puis surtout, en même temps, je me rends compte de certaines choses. C'est-à-dire que moi, ça remplit, il y a du monde, dès les premières dates, parce que le produit est atypique, hein, je pense que c'est juste ça à l'époque. Et je me dis, tiens, je vais aller voir un gars qui s'appelle Arnaud Cosson, qui n'était pas très connu à l'époque et tout, je vais le voir, et puis je me prends une gifle sur scène, quoi. Je fais du one-man show. Je dis, ah, c'est ça, un texte et une mise en scène. On m'en avait parlé. Moi, j'improvise tout. J'improvises toujours. En fait, quand même, tu sais un peu je sais les tours que je vais faire. D'accord, ouais. Je sais, j'ai les intentions de ces numéros, mais chaque soir, le texte est différent, quoi. Et là, je commence à bouffer des shows. Tous les soirs, je joue. Je vais jouer aussi sur des scènes ouvertes, 10 minutes, tu vois, 5 minutes, dans le sous-sol d'une pizzeria, devant 10 personnes, gratos, tu vois, contre une pizza et tout, mais je joue. Je vais voir des shows et j'écris et j'apprends des autres, comme d'habitude, tu vois, pourquoi ça marche, ça? Pourquoi il fait tel rythme? Pourquoi je ne me suis pas ennuyé à lui et que je me suis ennuyé à lui? Et j'essaie de percevoir tout ça et de travailler. Tu sais, tu parlais de l'ikigai, moi je parle souvent des 3 cercles, avec le talent, la chance et le travail. Je ne crois pas avoir de talent plus que les autres au départ. Je ne suis pas sûr que la chance, elle m'attend.
Mais je me dis, le travail, je peux en fournir 3 fois plus que vous. Ça, j'ai pas peur, tu vois. Et donc, je me dis, avec ça, je peux rattraper le retard sur les autres bulles, quoi, tu vois. C'est intéressant, c'est aussi ce que dit Will Smith, qu'il peut prendre n'importe quel gars dans une pièce qui fait la même chose que lui, il va juste l'épuiser de travail. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, je suis un bourreau là-dessus, quoi, tu vois. Mais souviens-toi, hein, quand j'ai lancé les vidéos YouTube, je me suis dit, bon, je vais en faire une par jour pendant 1 an, quoi, tu vois. Je le referai pas, tu vois, c'était une tannée, mais c'était cool, tu vois, ça me fait pas peur, ce genre de choses, en plus du reste de ma vie, quoi, tu vois. Et donc, je fais ce truc, j'améliore du coup le spectacle, etc. Au bout de 2 ans, je me rends compte que ça, c'est un chemin qui me plaît bien, donc je continue à le creuser là. Je suis plus du tout avec la personne qui habite à Paris, mais je reste à Paris du coup. Et puis je me dis, il me faut une salle un peu plus grande. Alors je regarde les salles qui accueillent les magiciens ou les mentalistes. L'un du point virgule qui me dit, mais moi j'adore ce que tu fais, mais nous, point virgule n'a jamais programmé un magicien ou un mentaliste le soir, quoi. C'est un théâtre d'humour, quoi. Donc je fais un showcase que je monte pour eux, je les invite, elle me fait bon bah c'est bon. Donc je ferai 2 ans au point virgule et je me dis bah en fait c'est ça mon goal qui m'amuse, emmener mon art à tous les endroits où on dit par contre personne n'en a mis ici parce qu'on n'en veut pas là. Et c'est comme ça que je ferai l'Olympia, la scène musicale, là le Zénith de Paris bientôt, parce que tous ces endroits-là n'étaient pas faits pour accueillir ce que je fais. Et je me dis c'est trop marrant, ça c'est cool, c'est plus du jeu que de l'ego. De dire, c'est que des endroits où on m'a dit non, ça on n'en fait pas nous ici, ce ne sera pas possible. Bon, faut voir, tu vois, faut voir. Et donc tu es toujours, c'est ça, dans l'exploration joyeuse et repousser les limites. Oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est le faut voir, parce que c'est un vrai faut voir, parce que bah, si ça se trouve, c'est moi qui vais voir que non, effectivement, c'est pas possible d'amener ça là. Bon, c'est pas grave. Mais tu sais, quand tu construis un numéro de mentalisme ou de magie, le problème de la construction de ces numéros, c'est qu'en général, tu pars de ton bagage technique, et tu te dis, avec ça, je peux faire ça, 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 et atteindre ce point-là. Et j'ai jamais construit mes numéros comme ça. J'ai des carnets entiers qui sont faut faire ça. Tu vois ? Tu veux dire un petit... Le goal ultime, le fantasme, si la magie existe, si le mentalisme était aussi puissant que de la télépathie, c'est quoi que j'aimerais faire ? C'est le fantasme de mes numéros. Le final de mon ancien spectacle, j'avais écrit au départ, je veux qu'un mec colorie un bonhomme sur un tableau, et à la fin, je demande au mec, au spectateur, hein, d'enlever sa chemise et il est habillé pareil. Tu vois ? Okay. Et ses vêtements ont changé. Ça, c'est mon goal. C'est impossible. Okay. Bien sûr que c'est impossible, mais c'est mon goal. Et de là, après, je note mon bagage technique et ce que je sais faire. Et après, je vais mettre des contraintes. Tu vois ? Je veux pas de complice, je veux pas de ci, je veux de ça, je veux pas de ça, etc. Et puis, ça laisse reposer, quoi. Et à un moment donné, tu dis, ah, là, je peux rejoindre, là, je peux rejoindre. Et un jour, c'est presque à se toucher. Et ce jour-là, soit tu as rencontré une nouvelle connaissance dans ta vie ou dans un livre ou quelque chose qui te débloque et qui te donne l'idée finale pour ficeler ton pont, soit tu te dis, attends, si j'enlève cette contrainte, c'est terminé, tu vois. Et moi, la contrainte que j'ai enlevée, la seule différence, c'est que c'était moi qui étais habillé comme le gars avait dessiné. D'accord. Plutôt que lui. Mais si je n'étais pas parti de je veux que le spectateur soit habillé à la fin comme le gars qui l'a dessiné, jamais j'aurais osé penser que je pourrais faire le numéro que j'ai fait. Je me serais arrêté à un truc vachement plus basique, un dessin dans une enveloppe, un truc comme ça. J'aurais pas pensé à mettre les vêtements sur moi, à trouver une solution pour que ce soit viable, possible, marrant, etc. Parce que j'aurais mis la barre trop bas, tu vois. Donc dans beaucoup de choses que je construis, je me dis, bon, visons là, tu vois, cherchons à voir comment on peut relier tout ça. Et puis il y a des trucs, des fois tu mets de côté très longtemps, il y en a qui n'aboutiront jamais, et puis il y en a... tu as une discussion avec quelqu'un et puis le gars il te fait « Ah tiens, moi j'ai fait ça hier dans tel domaine » et tu dis « Ah ouais » et tu dis « Attends. » Et son truc, son raisonnement ou sa technique, je l'applique à mon domaine dans mon truc que j'avais noté là, ça raccorde, super quoi, tu vois. Donc c'est cette idée d'avoir quand même des objectifs qui sont ambitieux, tu sais pas trop comment tu vas... C'est pas ambitieux. C'est pas ambitieux. C'est qu'ils sont pas limités. Ils ne sont pas limités par la technique que tu as aujourd'hui. Par la technique ou par l'argent, ou par... Il n'y a aucune limite en fait au projet. Et ce n'est pas pour le rendre ambitieux, parce que ça voudrait dire qu'il y a une volonté d'avoir un gros projet. C'est plus pour se dire, je ne m'encombre pas de résoudre les problèmes qui n'existent pas encore. C'est quoi que je veux vraiment. Et après, tu cherches le chemin de moindre résistance pour y arriver. Exactement. Et tu couples ça donc avec une prise de risque limitée mais récurrente. C'est ça. Et d'avoir finalement ton moteur de recherche en permanence qui est la recherche d'opportunités et de solutions. Ah, c'est ça. Ouais, tu as tout résumé. Donc, tu es en train de faire des shows à Paris. Comment tu enchaînes sur YouTube? Donc, tu disais tout à l'heure, tu avais eu cette idée de faire 80 000 exemplaires d'un magazine et qu'en même temps, tu démarrais ta chaîne. Ouais. Et
C'était quand ça? 2011 ta chaîne 2016 la chaîne. 2016, d'accord. 2011 en fait, j'ai une chaîne YouTube, mais j'ai un compte YouTube qui me permet de mettre les teasers de mes spectacles. D'accord. C'est la seule utilité de ce truc. Le moment où je me lance sur YouTube d'ailleurs, pour la fun fact, je ne sais pas ce que c'est YouTube. Je n'ai pas compris le système des chaînes et tout. Pour moi, YouTube, c'est quand je dois manger vite fait de temps en temps que je suis tout seul, je sais qu'il y a un gars qui s'appelle Norman et un autre Cyprien, peut-être qu'ils ont fait une vidéo marrante que j'ai pas vue. Tu vois, j'ai pas compris le principe de l'abonnement et tout. On a beaucoup à avoir commencé comme ça. C'est vrai. Et non, c'est en 2015, je décide d'arrêter mon deuxième spectacle. Donc je vais l'arrêter le 19 décembre 2015. Et donc je vais partir en écriture du troisième. Et je sens que le troisième spectacle, il faut que je me libère d'un truc en créativité. Je sens que je fais des spectacles que j'estime que les gens attendent et que je n'ai pas encore écrit des spectacles que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que j'ai envie de dire vraiment? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que j'ai envie d'amener sur scène? Avec le risque de ne pas plaire à tout le monde et que c'est OK. Mais je n'ai pas encore cette créativité-là. Et puis je fais le premier JT de ma vie pour France 2. Donc on est en 2015. C'est une catastrophe, quoi. Ah oui? Je suis nul devant la caméra. En fait, je me rends compte que comme je suis assez empathique, je me colle à l'énergie de la personne. Et manque de bol, la personne qui m'interviewe est très molle, pas drôle, donc je suis très mou et pas drôle. Je me colle, tu vois, et je me dis, oh là là, c'est nul, quoi, tu vois. Et je parle avec un pote et je lui dis, tu sais ce qui serait vraiment un coup de génie? Le gars qui veut se faire un vrai défi créatif, il fait une vidéo pendant 1 an sur Internet. Et à la fin de l'année, il a 3 avantages et peut-être 4. Premier avantage, il sait monter des vidéos. Terminé de payer des gars qu'on va chercher pour monter nos teasers. Deuxième avantage, les caméras, il n'en a plus rien à foutre parce qu'il aura trop tourné. Il aura passé le cap, il ne sera pas comme moi au truc. Troisième avantage, il aura été dans le deep du créatif. Il aura vraiment trouvé les choses dont il a envie de parler parce qu'il est obligé tous les jours de remettre le couvert. Et puis quatrième, peut-être avantage potentiel, il a peut-être créé un public en plus, quoi. Il me dit, ah super, pourquoi tu le fais pas? Je dis, non, j'ai pas le temps, faut pas exagérer, quoi. Imagine faire ça tous les jours et tout, hors de question. Moi j'ai le magazine, j'ai la boîte que je viens de lancer, j'ai le spectacle qui tourne bien, vraiment j'ai autre chose à faire. Sauf que l'idée, elle se décolle pas. Je me dis, c'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un à ce moment-là, c'est celui-là, quoi, tu vois. Et du coup, 1er janvier, je me lance. 2016. 2016. En plus, c'était pile dans le moment où l'algorithme adorait un contenu quotidien. La régularité, Ouais. pareil. Tout ça, c'est tu vois, c'est un hasard. Encore une fois, donc, je fais ça durant 1 mois. Donc, au bout d'1 mois, c'était 30 vidéos, 31 vidéos. Et donc, tu tournes et tu montes tout seul. Ouais, tout seul. C'est intéressant parce que j'ai fait aussi 3 défis comme ça, une vidéo par jour, avec les mêmes avec les mêmes objectifs que toi, sauf que moi, c'était plutôt en mode, ok, c'est mon équipe qui va monter. Au début, je faisais même pas de montage du tout. Ouais. Mais c'est vrai que c'est extrêmement, ça forge, quoi. Et en fait, la mécanique, c'est que j'ai 5 vidéos d'avance. Donc, je pense qu'à partir du 10 janvier, j'ai 0 avance. Je les ai déjà cramées. Ok. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu paniques un peu? Je me dis, ok, lève-toi plus tôt, déjà. C'est une année où j'ai très peu perdu de temps sur les réseaux sociaux, sur les machins. Tu te rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de temps gâché que j'ai été exploré et grappillé. Donc, je ne me couchais pas plus tard, je me levais juste un petit peu plus tôt. Et par contre, c'est l'année où j'ai le moins appris de choses, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en termes de lecture ou tout ça, je me suis reposé sur mes acquis. Là, par contre, j'ai assez peu de découvertes cette année-là. À part le monde de YouTube, mais ça a été un peu une année de jachère en mode, là, tout ce que j'ai engrangé de connaissances et d'expériences, je m'en sers cette année. Ce qui est un bon cycle à avoir aussi. C'était très agréable à faire, et puis c'était agréable de retrouver après la découverte l'année d'après. Donc en général, le matin, je me réveillais, bras croisés dans le lit, et je me disais, tu ne te lèves pas tant que tu n'as pas ton idée de base. Donc je créais comme ça dans le lit. Des fois, je me rendormais un peu, je me réveillais, tu vois, je fantasmais un peu la vidéo que je jouais. Ah, j'avais une idée. Je me levais, j'écrivais, je notais des points plus que du mot à mot, tu vois, tac, 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 je faisais 2-3 recherches, 2-3 bricoles, je tournais, et ensuite je montais. Et une fois que c'était fait, la journée pouvait commencer. Ok, donc c'était comme ça. Au bout Et t'avais pas trop la tête du réveil quand même dans tes... Ouais, si, des fois. Okay. Ouais, c'était pas grave. Mais... Alors, ce que j'essayais de faire le samedi, c'était de faire coup double. D'en écrire 2, d'en tourner 2, d'en monter 2, pour essayer de préserver mon dimanche. Tu écrivais tout à l'avance? Il y avait un prompteur? Non. C'est des, c'est pour ça, c'était vraiment des points. Ouais. Et puis, comme ça partait sur une connaissance préalable, c'était quand même assez facile à faire, quoi, tu vois. Il y a très peu de vidéos que j'ai scriptées cette année-là. Très, très peu. Et donc, tu n'as pas raté un seul jour?
Pas raté un seul jour. Et alors, les résultats en un an, ça a donné quoi? Bah, au bout de 31 jours, je me dis, ah, c'est sympa, j'adore ça, un peu comme pour le théâtre. Je crois que je vais continuer, j'adore. Au bout de 60 jours, j'ai, je crois, 1500 abonnés sur la chaîne. Et je me dis, ok, je peux me donner un goal fantasmé, qui serait d'avoir 12 000 abonnés à la fin de l'année. Ça ferait 1000 abonnés par mois, c'est bien payé, tu vois. Et puis moi, à cette époque-là, je rationalise pas comme les chiffres de YouTube, je rationalise en salle de spectacle. Et en Tu linéaire plutôt qu'en exponentiel. Exactement. Donc 12 000 personnes, pour moi, c'est le palais des sports, quoi. C'est super, quoi, tu vois. Et donc, à la fin de l'année, ce sera 270 000 abonnés sur la chaîne. Au 31 décembre, on bloque à 270 000. C'est une belle progression. Et c'est fou, quoi, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui ont une progression aussi rapide. Hein. Ouais, c'était fou. Et l'année d'après, un an encore après, on passe le million d'abonnés. Enfin, tu vois. Mais là, tu n'étais plus à une vidéo par jour. J'étais plus à une vidéo par jour. C'est quand même beaucoup de travail. Bah, après, c'était marrant parce qu'après, j'en faisais 10 à 12 par mois, tu vois. Et tout le monde disait, non, mais t'as un rythme. J'étais, j'ai un rythme. Quand tu sors d'une vidéo par jour, au début, quand tu fais une vidéo, tu la tournes, tu la montes, 2 jours après, tu es là, bon, il faut que je fasse une vidéo, là, ça fait longtemps. Tu sais, et on en parlait avec Pierre Cross qui faisait une vidéo juste du lundi au vendredi, lui à l'époque. Pierre Cross, on se connaît depuis longtemps par la scène à la base. Et on se disait, lui et moi, c'est marrant. En vrai, pour la plupart de nos formats, tu sais, c'est la loi de Laborie. Qu'on ait une journée ou une semaine pour la préparer, on y consacre à peu près autant de temps, en fait, en réalité. Tu vois, c'est pas parce qu'on a une semaine qu'on met beaucoup plus d'écriture, beaucoup plus d'énergie en prépa, on fait autre chose que ça, mais on met pas beaucoup plus sur ce poste-là, quoi. Est-ce qu'il y a des actions que tu fais au quotidien que la plupart des gens font pas? Qu'est-ce que je fais au quotidien que la plupart des gens peut-être ne font pas? Et qui te donnent peut-être un avantage ou... Je note tous les trucs super. Donc quoi, les idées, Non, les trucs que je vis de super. Ah, d'accord. Alors, c'est soit parce que c'est une chouette réalisation personnelle ou professionnelle, soit parce que j'ai ça en code couleur, j'ai aussi les choses folles. C'est fou. J'ai rencontré un tel que je voulais rencontrer un jour dans ma vie, j'ai rencontré, c'est fou. Tu vois, donc je note ça. T'as quoi, un carnet C'est dans le téléphone pour la plupart du temps, mais maintenant j'ai un fichier sur l'ordi avec ça. Et les trucs un peu trop cool, et régulièrement je les lis. Et c'est juste une phrase qui résume ce que tu as fait, d'accord. Genre j'ai rencontré Schwarzenegger par exemple. Exactement. Ne pas oublier en fait, ne pas oublier que la vie elle est souvent rythmée par la projection à très court terme des choses que tu es en train de réaliser et tu as l'impression d'être toujours en train de faire. Mais en fait il y a des choses qui viennent d'être faites et d'être vécues qui sont trop cool en vrai. Donc en fait, je les note pour m'en rappeler. Ça, c'est un truc qui me porte beaucoup. Et quand tu les relis, alors tu ressens quoi? De la gratitude? Énormément de gratitude. Ça te permet d'avoir... Énormément de gratitude. Et puis la deuxième chose que je fais, c'est que je fais en sorte de me décoller au maximum des projets. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, putain, tout tourne autour de Fabien Olicard, moi je ne le connais pas ce gars-là. Tu vois, c'est-à-dire qu'on est toute une équipe à travailler sur un spectacle, c'est le projet. On est toute une équipe à travailler sur les vidéos, c'est le projet. Et c'est très intéressant parce que du coup, je suis un vrai ouvrier de tout ça avec tout le monde, même si j'ai le final cut des grosses décisions. Mais c'est surtout quand j'en ai un truc qui cartonne, ben c'est dans mon truc des choses cool et stylées. C'est pas dans mon ego, tu vois. Et quand j'ai un truc qui ne marche pas, ben ça m'appartient pas en fait. C'est juste notre projet, il n'a pas convaincu, ou on s'y est pas pris comme il fallait. Mais je me sens pas aimé. Parce que j'ai un spectacle qui va capoter, par exemple, on ne sait pas, ça peut m'arriver, parce que j'ai une vidéo qui ne marche pas, ça m'arrive, des vidéos où pendant une période, tu ne prends plus du tout d'abonnés, etc. Je sais que ce n'est pas moi, Fabien, le Fabien qui va boire des coups avec toi après et tout ça, c'est pas moi, on ne m'en veut pas à moi, c'est le projet commun, tu vois, qui a moins plu, quoi. Donc ça, c'est un truc, quand je parle avec... pallier son ego au succès du projet. Ouais. Et quand j'en parle avec des gens qui ont des métiers qui ne sont pas des métiers pourtant de visibilité, comme le tien ou le mien en partie, donc des métiers plus, on va dire, standards, et bien en fait, je me rends compte que leur ego est quand même dans leur entreprise ou dans leur projet, et que ça les blesse au quotidien parce que ça ne les met pas dans des bons positionnements. Et des fois, je les vois prendre la décision que je n'aurais pas prise, et je me demande si ce n'est pas lié à l'ego à ce moment-là, quoi. Je n'ai pas toutes les données, tu vois, pour juger de leur situation, mais très souvent, je me dis, ah là là, ils ont oublié qu'on rigolait, quoi, que c'était pour rire, quoi, que c'était un jeu et que c'est pas eux, quoi. Tu n'es pas ce que tu fais, quoi, tu es ce que tu vis, tu vois, c'est différent, quoi. Et donc, le proverbe « travailler sérieusement sans trop se prendre au sérieux », ça te parle? Ah bah oui. C'est exactement ce que tu vis, finalement. Ouais, moi, je fais toutes les choses sérieusement parce que je sais que ça ne l'est pas. Tu vois, c'est vraiment ça. Quand je m'engage dans quelque chose, je m'engage réellement et pour de vrai.
et je ne vais pas le lâcher. Sauf si j'estime à un moment donné que bon, non, c'est trop de contraintes et on va le lâcher. J'ai pas de problème à lâcher le truc, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Faut pas oublier que tout ça, c'est un peu pour rigoler, quoi. Et pour terminer, toi qui as lu beaucoup de livres pratiques, est-ce que tu en as 3 qui t'ont vraiment influencé? Si tu devais citer le top 3. L'art de la guerre, ça c'est sûr. Ok. Que je lis, je relis encore. Ah oui, ok. Ouais, c'est presque un truc de voyance ce truc. Moi, je peux me poser une question, ouvrir, je me dis, pas con, tu vois. J'adore ce livre pour ça. J'ai lu quoi qui m'a... c'est pas un livre pratique là, mais c'est de l'histoire personnelle. C'est Je suis né un jour bleu. Je suis né un jour bleu. Ouais, c'est un livre écrit par un autiste qui était très intéressant sur des trucs que je comprends. Il t'explique par exemple dans le livre que c'est un jour en marchant entre 2 lampadaires qu'il a compris la notion de l'infini. Parce qu'il se dit, mais si là je vais à la moitié, bon, j'aurais fait la moitié de la route. Et après, si je fais la moitié de ce chemin, j'aurais encore fait la moitié de la route. Et en fait, il est rentré dans un délire où il s'est dit, mais en fait, j'arriverai jamais au 2e lampadaire parce qu'il restera toujours la moitié de la route. Et tu vois, et je trouvais que ça ouvrait à plein de réflexions qui m'ont beaucoup marqué et qui m'ont en quelque sorte influencé. Et puis, après, il y a beaucoup trop d'autres livres. Après, tu sais, d'un point de vue général, c'est tous les livres qui s'adressent aux néophytes dans un domaine qui m'ont marqué. D'accord. Je vais te dire un truc, parce qu'en fait, on a de la chance qu'ils existent et on ne s'en rend pas compte. Ton livre en fait partie. Hein. Je te donne un exemple concret un jour. Je me dis, j'en ai marre, je comprends rien. C'est quoi leur truc de bourse? Tu vois, la bourse, c'est quoi? J'ai acheté la bourse pour les nuls. Je l'ai dévorée. Je ne me suis pas intéressé plus que ça après, mais j'ai compris comment marchait la bourse. Et tu vois, je me suis dit, c'est quand même génial. On vit quand même à une époque incroyable. On peut trouver des condensés de savoir faits par des experts à destination de ceux qui ne connaissent rien. C'est un peu fou, quoi, tu vois. Ah, c'est extraordinaire. Ouais. Et donc, la toute dernière question, parce que là, il y a quand même des gens ça fait 1h30 qui sont ici, donc ils sont super motivés. Il y a peut-être 20% des gens qui sont allés jusqu'au bout. Donc, pour les gens motivés qui te regardent encore et qui ont donc adoré tout ce que tu as partagé, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil pour vivre une vie justement plus libre et plus autonome? Moi, je leur disais, alors moi j'appelle ça des mantras. Trouvez d'abord vos mantras, c'est-à-dire notez sur une feuille de papier tout ce que vous désirez dans votre vie, en pro et en perso. Vous notez, mais c'est des trucs très concrets, quoi. Une belle voiture, une Tesla, un machin et tout. Vous laissez reposer ça, vous faites ça pendant une semaine, dès qu'il y a un truc qui vous vient. Au bout d'une semaine, vous prenez cette feuille et vous essayez de rassembler des choses par des phrases plus liantes. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux une belle maison, une belle voiture, en fait, tu veux du confort. Donc, obtenir tout le confort dont j'ai envie. Tu vois, tu essayes de résumer pour avoir plus que quelques phrases. Puis ces quelques phrases, tu essayes de les réduire encore, de trouver des concepts plus volatiles en fait derrière, jusqu'à temps d'obtenir 1, 2 ou 3 mots. Des mots très purs. Et c'est le travail que j'ai fait quand j'étais ado, qui est basé sur aucune méthode, hein, c'est ma méthode à moi, quoi, et qui m'a fait obtenir les mots autonomie et liberté. Et de là, j'ai su que ce qui me rendait heureux, ma boussole décisionnelle, c'était ces 2 trucs. Mais ça a transformé ma vie. Bah ouais. C'est vraiment des choses qui ont été l'étoile du Nord. Exactement. Ouais. Et alors, avec une charge mentale très diminuée, pour prendre une décision qui paraît sexy, mais je ne sais pas trop, mais elle dit quoi la boussole? Oh, bah, je reste libre avec ça non. Bah, donc je vais là en fait, tu vois. Donc, c'est comme si tu avais un système d'exploitation mentale sur lequel s'appuie tout le reste. Exactement. Ouais. Et donc c'est pour ça, je ne sais pas si vous devez être plus libre ou plus autonome, mais vous devez trouver ce qui vous rend fondamentalement heureux et du coup vous serez plus libre. Tu vois, parce que tu sais pourquoi tu prends tes décisions. Je fais assez peu de tableaux plus et moins sur des vraies grosses décisions parce que je sais qu'en fait derrière tout ça se cache c'est quoi qui me rend plus heureux chaque jour. C'est juste ça, quoi, tu vois. Merci beaucoup Fabien d'avoir partagé tout ça. Merci d'avoir accepté que j'ai un peu moins de temps que ce qu'on aurait aimé avoir. Ouais, parce que là on aurait pu parler une demi-heure ou 1 heure en plus, mais voilà, Fabien, tu as été très très pris en ce moment, donc merci d'avoir consacré tout ce temps pour les rebelles intelligents. Donc si tu es encore là, c'est que tu fais partie des 20, des 15, des 5, des 2% les plus motivés qui sont arrivés jusqu'au bout. Donc déjà, lâche un petit commentaire pour dire je fais partie de la team des gens motivés. Et puis bien sûr, n'hésite pas à partager et à assassiner le bouton like de la vidéo. Moi je te dis à la prochaine pour la prochaine interview des rebelles intelligents. En attendant, n'oublie pas, sois rebelle, sois intelligent et puis fais partie des gens qui se créent leur propre liberté, leur propre chemin dans la vie.